Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Le fait d'être une femme, quand on commence à prendre des responsabilités, être davantage en charge, on arrive un peu moins armé. En situation professionnelle, avec beaucoup d'hommes autour de soi, on est plus intimidé et on a l'impression qu'en fait, nous, on ne sait pas faire ou qu'on n'est pas légitime. Les autres ne se posent pas cette question. Ils ont décrété d'emblée qu'ils savaient faire et qu'ils étaient légitimes, même si c'est faux. Et ça, j'ai appris, en fait. J'ai appris qu'à un moment, en fait, non, ils sont pas plus légitimes. Non, ils ne savent pas plus faire. Encore une fois, eux aussi sont des petits enfants perdus dans la nuit. Cette semaine, je reçois une femme pour laquelle j'ai énormément d'admiration, c'est Fanny Herrero. Alors Fanny a créé la série 10% pour France 2, qui était diffusée plus tard sur Netflix et qui a cartonné à l'international. Et aujourd'hui, elle est une des showrunneuses les plus admirées de France. De base, elle se destinait pourtant pas du tout à ça, puisqu'après Hippocagne et Cagne, elle a eu un diplôme de Sciences Po et de la London School of Economics. En parallèle, elle faisait aussi du sport de haut niveau. Et pourtant, elle s'est retrouvée scénariste d'un film pour Arte. Et puis, elle a écrit pour des séries comme Un village français, Kaboul Kitchen ou Fais pas ci, fais pas ça. Puis il y a eu 10% et en ce moment, là, elle travaille sur une série sur le stand-up qui s'appelle Drôle et qui sortira début 2022 sur Netflix. D'ailleurs, c'est via ce projet qu'on s'est rencontrés puisque j'ai écrit quelques blagues pour les personnages de la série qui sont humoristes. Ensemble, on a parlé de ses débuts, de quand elle analysait les épisodes de séries TF1, genre Joséphine Ange Gardien, comme on analyserait des textes des plus grands auteurs français, des trucs pas ouf qu'on doit faire au début de sa carrière pour avancer et de comment elle a fait pour quand même aimer ce qu'elle faisait, de la façon dont les séries sont considérées et produites en France versus aux États-Unis, de ce que c'est qu'être un showrunner concrètement, de comment arriver à choisir ses combats, donc de faire des compromis quand il faut et de ne pas en faire quand les enjeux sont trop précieux, du fait qu'après 15 ans de métier, ça la stresse toujours de faire ça, de paternalisme et de ce que c'est d'être une femme dans ce milieu. Et puis je veux pas vous teaser trop, mais elle a utilisé le mot gloubi-boulga et franchement, ça c'est beau. J'espère que ça vous plaira. C'est quoi qui t'anime dans l'écriture ? Déjà, j'ai toujours écrit. Depuis que je suis petite fille, j'ai toujours aimé ça, écrire, lire aussi, mais écrire des histoires. Quand j'étais petite fille, j'avais plein de cahiers, j'écrivais plein de trucs dedans. J'imaginais que j'étais la maîtresse d'école, que j'avais une classe fictive. Et donc parce que c'était un mélange donc de créativité, déjà d'obsessionnalité chez moi. Donc j'avais une liste de tous mes élèves fictifs, donc ils avaient des noms, des prénoms, un profil psychologique, la profession des parents, je leur mettais des notes. J'allais jusqu'à écrire la rédaction qu'ils auraient écrite. Donc tu vois, c'était déjà quelque chose d'important pour moi. Et c'est marrant parce que je l'ai retrouvé ce cahier, il y a déjà des personnages en fait. Donc chaque enfant est déjà un personnage. Donc enfant, j'aimais ça. Mais ça devait te prendre énormément de temps. Ouais, mais tu sais, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, donc nous, les petits-enfants nés dans les années 70, on avait beaucoup de temps pour inventer des trucs. Et voilà, donc depuis que je suis petite, en fait, c'est important pour moi. Après, j'ai longtemps cherché la forme qui serait la mienne. La littérature, ça m'intimidait beaucoup. J'étais une vraie lectrice, j'ai fait des études littéraires, donc je me suis jamais dit que ça serait la forme qui m'irait bien. Donc j'ai cherché, j'écrivais des espèces de petits courts-métrages qui n'ont jamais existé, des petites pièces courtes. Et puis quand à la fin de mes études, j'ai eu envie de faire du théâtre. Et assez vite, j'ai eu un peu cette audace d'écrire le spectacle de fin d'année de mon école de théâtre. Donc j'étais élève comédienne. Mais voilà, en cours d'impro, je m'entendais super bien avec le prof d'impro et il m'a donné ma chance en fait pour que je puisse écrire. J'avais envie. Donc à partir des impros des élèves, j'ai écrit un spectacle. Et ça, c'était un peu une espèce de première révélation de ce que c'est que d'écrire pour que ce soit joué, pas écrire pour que ce soit lu. Et ça m'a beaucoup plu en fait. Et t'avais quel âge là ? Là, j'avais 23, 24 ans. Ok. Et donc c'était le plaisir d'être comédienne, c'était vraiment s'immerger dans des personnages, dans des textes pour les jouer. Mais là, à ce moment-là, en écrivant le spectacle pour mes copains comédiens, j'ai vraiment eu ce plaisir d'écrire pour que ce soit interprété sur la scène par des acteurs. Et je pense que là, ça a commencé à prendre un peu forme dans ma tête c'est ça qui est chouette en fait. C'est pas d'écrire tout seul sans médium avec le lecteur, mais d'écrire pour une troupe, d'écrire pour des gens, d'écrire pour des corps, pour des énergies. Et tout doucement, je pense que c'est comme ça que c'est venu l'intérêt pour le scénario. Enfin, ça aurait pu être le théâtre. Et après, c'est un peu les hasards qui m'ont emmenée au scénario. J'étais comédienne après avoir fait des études assez longues. Donc, j'ai fait une Hippocagne, une Cagne, après j'ai fait Sciences Po.
J'ai passé une année d'études à Londres aussi, en sciences politiques aussi. Bon, bref, et à la fin de mes études, j'avais vraiment envie de faire du théâtre. Et je suis devenue comédienne. Pendant quelques années, j'ai joué. Pas une très grande comédienne non plus, donc je ne croulais pas sous les propositions. Mais je jouais quand même, je faisais mes heures, j'étais intermittente. Mais ça te plaisait ? Ça me plaisait, mais c'était douloureux un peu, parce que je pense pas que j'étais une très très bonne comédienne, mais j'étais pas nulle non plus. Enfin, en tout cas, j'aimais vraiment ça. J'étais pas dévorée par le feu des planches, quoi. C'est-à-dire, je pense que ce qui me plaisait là-dedans, c'était la troupe, c'était les textes, c'était les personnages. J'avais un rapport, à mon avis, un peu trop intellectuel au texte pour être une comédienne qui se laisse vraiment aller. J'étais vraiment une comédienne relou qui contestait un peu tout ce que demandait le metteur en scène. Mais non, mais je ne comprends pas, parce que là, c'est pas juste. Donc, tu vois, je pense que j'étais pas hyper facile à manier. Mais je l'ai compris après coup, en fait, cette volonté que j'ai eu à un moment d'être comédienne et le fait de le faire vraiment, c'était que un marchepied vers l'écriture, mais je le savais pas parce que j'avais pas encore suffisamment confiance en moi en tant qu'auteur. C'était trop compliqué peut-être de me dire oui, je serai un auteur. C'est difficile de se dire ça. Il faut plus confiance en soi pour jouer ou pour écrire ? Pour écrire. Pour moi, Pour moi, c'était un parcours de maturité d'arriver à l'écriture, parce que jouer. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que écrire, c'est ce qu'il y a, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde, parce qu'il y a rien avant toi. Tu vois, tu pars de rien et tu sors quelque chose, juste avec ton cerveau. Quand t'es acteur, il y a quelque chose, il y a un texte déjà. Et donc, tu t'appuies sur un texte. Après, il peut être mauvais ou sublime, et toi, tu peux être mauvais ou sublime acteur, mais tu t'appuies sur un texte. Quand t'écris, il y a rien, et il faut faire sortir quelque chose avec du rien. Donc, moi, je pense que c'est ça le plus dur. Donc, il fallait arriver à avoir suffisamment confiance en moi et ce que j'ai envie d'exprimer. Même ça a pris un long moment, même du moment où j'ai commencé à être scénariste, avant d'être scénariste, à proposer moi-même mes propres sujets et écrire vraiment ce que j'avais envie, moi, d'écrire. Ça a pris aussi du temps. C'est encore un autre chemin, même en étant professionnelle. Déjà, pendant longtemps, j'écrivais au service des autres, au service de séries qui n'étaient pas les miennes. Mais en tout cas, pour revenir au moment où je suis passée du jeu à vraiment scénariste, j'ai abandonné ma petite carrière de comédienne qui a duré quelques années. C'est parce que donc j'arrivais à peu près à faire mes heures, mais j'avais toujours un peu besoin de sous parce que je gagnais pas bien ma vie. Et donc je faisais plein de petits boulots à côté. Ça allait de poser nue pour des peintres et des ateliers de dessin aux Beaux-Arts et tout ça, j'étais lectrice pour des maisons d'édition, je faisais du rewriting aussi, j'étais un peu nègre dans une maison d'édition. Après, je suis rentrée comme lectrice chez TF1, donc, et c'est là où j'ai commencé à lire beaucoup de scénarios de séries télé, en fait. À une époque où c'était des Joséphine Ange Gardien, des Navarro, des Julie Lescaut, sorte de préhistoire de la série française. Donc, je lisais quand même de la merde, globalement. Mais... C'est toi qui l'as dit. Et d'ailleurs, je soupçonnais la personne pour qui je travaillais. Donc, quand t'es lecteur, en fait, tu travailles pour quelqu'un qui s'occupe des séries, qui les supervise. On appelle ça un conseiller de programme. Et je soupçonnais ma conseillère de programme de m'utiliser comme contre-étalon, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je disais, non, mais ça, c'est vraiment pas bien, faut pas faire ça, bah, il faisait le contraire. Ou quand je disais, mais j'adore ce truc, c'est hyper singulier, c'est vachement bien, là, ça finissait toujours par disparaître. Mais parce que de nouveau, t'avais ce côté trop intellectuel. Un peu, je pense. Mais j'étais hyper carrée, et je pense que j'étais une super bonne lectrice parce que mes études, tu vois, notamment mon Hippocane et ma Cannes, qui m'ont beaucoup forgée et formée, ça m'a donné un truc assez discipliné, et, un rapport très précis aux choses et aux textes. Donc moi, j'analysais des scénarios de TF1 comme on fait des analyses de textes des plus grands auteurs français, en fait, avec la même précision, tu vois, et aussi la même exigence. Allez. Donc, parfois, c'est vrai que j'étais un peu frustrée quand même de ce que je lisais. Mais ce que ça m'a apporté, parce que j'ai quand même fait ça pendant 3 ans, ça m'a permis de lire plein de scénars, même de choses que j'aimais pas tellement. Mais cette forme est devenue de plus en plus familière pour moi. C'est-à-dire, j'ai commencé à comprendre comment c'était fichu, comment on construisait, l'air de rien, même un mauvais polar de TF1. Il peut y avoir quand même une qualité d'écriture, il peut y avoir une qualité de structure. Ça m'aidait vraiment à comprendre un peu mieux la dramaturgie, en fait, à force d'en lire. Et du coup, là, ça a été un vrai déclic. Et à partir de là aussi, j'ai commencé en regardant les scénarios que je recevais, à regarder qui écrit, qui sont les boîtes de prod. Ça me permettait d'avoir une idée un peu plus de l'écosystème
de la série en France, en fait, qui était encore un peu balbutiante. Là, on parle d'un moment où, je sais pas, ça doit être 2005, tu vois, 2004, 2005. Et là, oui, grâce aussi à cette conseillère de programme pour qui je travaillais, elle m'a aidé un peu à me faire des contacts. Elle voyait que mes fiches de lecture étaient bonnes. Elle a commencé à me dire, mais dis donc, ça te plairait pas un peu, toi, d'écrire? Ah oui, peut-être. Et voilà, et j'ai commencé après à proposer quelques pitchs. Et très vite, j'ai vendu un premier scénario à Arte. Qui parlait de rugby. Qui parlait de rugby, qui était pas très bon parce que vraiment c'était mon premier truc et que j'avais pas fait du tout d'école. Enfin, mon école, ça avait été, moi, mes études, la pratique du théâtre et des textes en étant comédienne, toutes ces fiches de lecture, tous ces scénarios que j'avais lus, mais j'avais pas du tout fait d'école d'écriture, de scénario. D'ailleurs, à l'époque, il y en avait quasiment pas. Maintenant, il y a un peu plus des formations, c'est plus à la mode maintenant. Et donc, j'avais pas de technique, mais j'avais des envies, voilà, j'avais, je pense, assez de créativité parce que j'étais pas trop mauvaise, mais c'était encore un peu foutraque, quoi, ce que je faisais. Et donc, c'est un unitaire, en fait. Donc, un unitaire, c'est comme un film, mais pour la télé, pour Arte, qui parle du rugby, parce que moi, je viens d'une famille de rugbyman. Mon père est entraîneur de rugby, et on a écrit ça avec mon frère. Parce qu'on savait que Arte, il cherchait des fictions sur le sport, qui sont toujours des fictions difficiles à réaliser. D'ailleurs, quand j'y pense, pour un premier truc, c'est assez ambitieux, c'est dur d'écrire sur le sport. Il faut des moyens aussi pour ça. Donc nous, on n'avait aucune idée de ce que ça coûtait, tout ça. Donc on écrivait, sérieux, il y avait des scènes de liesse, de foule en délire au Stade de France, tu vois. Yes. Et puis là, Arte, genre, ouais, mais en fait, non, on a 2 francs pour le faire. Ça va se passer à Tourcoing. C'est ça. Et nous, on imaginait des rugbyman, genre professionnels et tout. À la fin, on a 3 gringalets ou alors des mecs un peu ventripotents qui font genre vaguement la blague. Non, le résultat est pas très satisfaisant. Mais il a le mérite d'exister. Enfin, pour nous, c'était génial. On était payés pour écrire un truc. Du coup, moi, j'ai appris en travaillant, en fait. J'ai appris mon métier vraiment de scénariste en le faisant, en le pratiquant. J'ai eu cette chance énorme. Et voilà, donc le résultat est pas terrible, mais il avait le mérite d'exister. C'était pour Arte. Donc, c'était génial que ce soit pour Arte, parce que Arte, c'est un peu classe. Donc après, une fois que j'avais fait ça, c'était mon sésame, en fait. Après, je pouvais aller dans les festivals un peu de scénaristes ou de télé, dire oui, j'ai fait une fiction pour Arte, donc ça faisait stylé, quoi. C'était ma bonne carte de visite. Même si personne l'avait vu, ça, c'est l'autre bon point, c'est que personne ne regarde Arte. Les gens disent qu'ils regardent Arte, mais ils le regardent pas. Donc ça faisait cool, chic, sans que les gens aient vu que c'était quand même assez raté, quoi. Yes. Tu vois? C'est vraiment un milieu de fraude. Ça peut pas durer très longtemps, la fraude, en vrai. Dans ce genre de milieu. Non, à un moment, quand même, on t'est rappelé au réel, quoi. Après, je suis passée quand même... C'est le seul truc que j'ai fait où vraiment, j'étais pas heureuse de le faire. Parce que quand t'es scénariste, en fait, au début, surtout quand t'es jeune, t'es embauché sur les productions des autres. Et puis, nous, c'était une époque, là, je te parle d'un moment où j'ai eu beaucoup de chance, en fait, d'arriver un peu par hasard, comme ça, par le hasard des rencontres et voilà, dans la série télé, quoi. J'aurais pu peut-être faire du cinéma si j'avais rencontré d'autres personnes, mais il se trouve que c'était comme ça que ça s'est fait pour moi, et je regrette pas du tout, parce que je suis vraiment arrivée à un moment où il y a eu une espèce de petite révolution qui était la révolution des séries américaines. En fait, ça a commencé par là. Enfin voilà, le début des années 2000, il se passait quand même beaucoup de choses dans les séries américaines, et ça a mis une claque à tout le monde. Et nous, en France, on avait encore les vieilles collections de Julie Lescaut, Navarro et tout ça. Et ça a obligé, en fait, la fiction française un peu à se réinventer, quoi. Et donc, il y a des séries un peu qualitatives qui ont commencé à arriver. Mais donc, moi, j'ai commencé ma carrière de scénariste à ce moment-là. Ça, c'était vraiment super. Mais donc, quand t'es jeune scénariste, au début, tu rentres sur la série de quelqu'un d'autre. Enfin, on a besoin de petites mains pour écrire du polar, par exemple. C'est toujours le cas, mais à cette époque, il y avait beaucoup d'espèces de collections, genre section de recherche, tu vois. Donc, moi, j'ai fait un section de recherche. C'était quand même pas c'est des trucs sur les meurtres. Ça commence toujours par un meurtre, et puis il y a 3 fausses pistes, et à la fin, c'est qui est le coupable. D'accord. Donc l'idée, c'est de réussir quand même à injecter un peu d'originalité ou d'inventivité là-dedans. C'est pas très facile. Et donc ouais, non, moi j'étais pas du tout douée pour ça, en fait. Puis c'est un univers dans lequel je suis pas du tout à l'aise. Moi, j'aime pas du tout quand les gens ont l'air tous d'être méchants et d'être suspects. Moi, j'aime les gens gentils et beaux et dignes. Donc, imaginez, en fait, c'est horrible parce que la victime, dans ce genre de truc, il faut toujours qu'il y ait des fausses pistes. Donc, en fait, il faut toujours qu'elle soit fâchée avec à peu près tout le monde. Il faut toujours qu'elle soit dans un environnement
un peu glauque, très paranoïaque, où tout le monde est un peu chelou autour d'elle, a des relations perverses avec les gens. Mais c'est horrible à écrire ça. Enfin, pour moi, c'est horrible. Je suis pas du tout câblée comme ça, moi, dans ma tête. Donc, imaginez que quelqu'un puisse avoir genre 8 ennemis autour de soi parce qu'il faut créer des fausses pistes. C'était horrible. Je détestais ça. Donc, j'étais très mauvaise. Mon section de recherche, c'était nul. Et ils ont tout réécrit après parce que vraiment, j'y allais la boule au ventre. J'étais pas du tout à l'aise. Bref, mais ça m'a fait quand même me faire un peu la main et faire mes classes et toujours pareil. C'est un métier de technique, hein, le scénario. Donc, il faut en écrire beaucoup et en écrire des pas bons et se tromper et pour commencer à affûter ses outils, comme dans toute pratique, en fait. Et donc voilà, j'ai fait un peu mes gammes, en vrai, en faisant ça. Et après, j'ai eu de la chance, c'est que à partir de là, toutes les séries, quasiment tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, je les ai aimés. Plus ou moins, mais je les ai toujours au moins un peu aimés et parfois passionnément aimés. Même quand c'était pas mes idées, même quand c'était pas mes séries et que j'étais juste employée comme membre de l'atelier d'écriture, ce qui est le cas sur Un village français. Une autre qui s'appelait Les Bleus, qui était une série de comédie policière sur M6, qui était hyper fraîche et marrante et sympathique. C'était sur 5 jeunes flics qui débutent dans la police, donc qui sont nuls en fait. Donc c'était vraiment marrant à faire. Kaboul Kitchen, j'ai adoré faire ça. Fais pas ci, fais pas ça, j'en ai fait un petit peu, mais c'était chouette. Surtout à l'époque, mon fils avait à peu près l'âge des spectateurs de Fais pas ci, pas ça, donc c'était cool d'écrire en disant tiens, il va regarder. C'était peut-être un des seuls trucs qu'il pouvait regarder, parce qu'un village français était vraiment petit quand même. Et après 10%. Et là, c'était vraiment l'éclate où là, vraiment, j'ai pu prendre un truc en main vraiment personnellement, quoi. T'étais un peu première de classe pendant tes études. Ouais. Comment t'as géré le fait que pendant tes études, ta réussite et l'issue de tout ce que tu faisais qu'à toi, VS se lancer dans un truc où t'es totalement dépendante de la vie de la personne qui produit, de Chic, de la personne qui réalise après et tout. Et t'as beaucoup moins de contrôle sur le résultat final, quoi. Ouais, en fait, je l'ai jamais vraiment perçu comme ça. Enfin, si un peu, il y a des moments où ça a pu me faire souffrir. Là, on parle vraiment de la vie professionnelle, quoi. On parle vraiment de quand j'étais scénariste, hein. Oui. C'est ça la question. En y trouvant toujours un intérêt, en me reliant toujours un peu personnellement au projet, même si je suis pas décisionnaire, même s'il y a des gens qui vont passer derrière moi, même si à cette époque, les showrunners, ça existait pas encore vraiment. Donc, quand tu étais scénariste, tu savais qu'à un moment ou à un autre, tu serais dépossédé de ton boulot. Parce qu'un réalisateur va arriver, va faire comme il pense qu'il faut qu'il fasse sans te consulter. C'était des grandes frustrations. Ou les conseillers de programme, donc les gens qui achètent les séries dans les chaînes, ont tendance souvent à niveler un peu par le bas, à pas chercher la plus grande singularité. Dans les séries françaises, on a encore un petit problème avec l'aspect artistique de la chose. En fait, on considère encore un peu trop que c'est un produit de divertissement ou c'est un business, alors que moi, je pense que ça devrait être plus un mélange de business et d'art, comme le cinéma peut complètement l'être, en fait. Donc ça, parfois, c'était une souffrance pour moi. Enfin, ma part artistique était un peu frustrée, mais j'ai gardé, je crois, mon équilibre et ma santé mentale en mettant toujours quelque chose de personnel, malgré tout, même dans section de recherche, en fait. C'est-à-dire que même quand je rentrais chez moi et que je savais que je devais ficeler ce truc avec mes 3 fausses pistes et mes 3 suspects et cet univers paranoïaque, j'essayais d'inventer quand même un personnage qui m'amusait un peu dans le fond, ou que moi je trouvais un peu cool, ou un peu original, ou qui me faisait penser à quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de développer, où je me débrouillais toujours pour écrire une scène dans laquelle un personnage va se livrer et va dire quelque chose qui est important pour lui et en fait pour moi. Donc de passer par les personnages pour délivrer des trucs. Et j'ai fait ça dès le début. J'ai jamais cachetonné. Je suis jamais allée sur une série en disant voilà, je vais prendre mes sous et je vais pisser de la copie parce que c'est ce qu'on me demande de faire. J'avais trop d'estime pour ce métier et peut-être dans le fond de l'estime pour moi-même aussi, pour pas complètement me commettre dans un endroit. D'ailleurs, les quelques fois où j'ai eu l'impression un peu de me commettre, je suis vraiment pas restée longtemps parce que je souffrais trop et je sais pas, j'ai été élevée par des gens qui ont mis le plaisir assez haut dans les valeurs de l'existence et donc c'est pas possible de vivre en souffrant trop en fait. Enfin, faut trouver des solutions. Et donc une de mes solutions, c'est ça, c'est de me dire je dois me relier à cette série, même si à la fin c'est un produit, même si à la fin c'est M6, même si à la fin
je vais avoir l'impression qu'on va déposer dessus une sorte de filtre en plastique qui me plaît pas trop et que la forme sera pas exactement ce dont j'aurais rêvé. Mais au moment où j'écris cette scène, je suis hyper sincère. Je fais dire au personnage un truc important pour moi et donc les gens vont le sentir. Enfin, il va passer quelque chose. J'ai un rapport comme ça sincère et honnête, je pense, avec mon travail. Donc j'ai tout le temps fait ça dans toutes les séries où je suis passée et ça m'a protégée de la frustration qu'il peut y avoir, comme tu dis, de devoir obéir à des demandes, d'avoir des contraintes, voilà, de temps, d'argent, de créativité par moment. Et ça m'a permis quand même de continuer à développer ma créativité malgré tout. Mmh. Et après, j'ai au fur et à mesure, en grandissant comme scénariste, en prenant confiance en moi et aussi en ayant des succès qui font qu'on m'a plus laissé libre, j'ai aussi appris à trouver un certain plaisir aussi dans la contrainte. Enfin, beaucoup de gens disent ça, mais c'est pas complètement faux, en fait. C'est que, d'une certaine manière, si t'as trop, on te dit, vas-y, tout est possible, c'est presque angoissant, quoi. Ça fait un espèce d'océan de possibilités. C'est pas mal qu'on te dise, ouais, à un moment, ça doit quand même s'inscrire dans un cadre et tu dois quand même un peu répondre à une forme d'attente. Mais à l'intérieur de ça, vas-y, fais du mieux que tu peux. Ça me va assez bien, en fait. Ok. Et quand ces limites, elles arrivent après, genre quand toi t'écris un truc que tu le trouves vraiment top, et puis qu'après c'est quelqu'un d'autre qui réalise et qui lui a une autre vision et tout, comment tu fais avec ça? Comment tu fais la distinction entre un compromis nécessaire et sain vs abandonner une partie de ce que tu voulais Je sais pas, c'est comme si j'arrive à choisir mes combats, donc à me dire, ok, ça, je vais pas lâcher là-dessus, en fait, parce qu'il y va presque de mon intégrité, en fait, et c'est un endroit, c'est presque malgré moi, je le décide pas, mais à cet endroit-là, faut pas y toucher, c'est trop précieux. Donc si vous venez là sur ce terrain, vous commencez à entamer cet endroit, je vais être méchante. Mais à plein d'autres endroits, j'arrive à peu près à me dire, ok, je me mets un peu dans les chaussures de l'autre. Ça m'aide beaucoup. Et je pense que c'est une sorte de déformation professionnelle, mais très vertueuse. Alors après, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que j'ai ça en moi? Et donc, j'ai choisi le métier de scénariste parce que c'est un métier qui t'oblige, en écrivant des personnages, à te mettre littéralement dans leur peau. Donc, du coup, ça développe une forme d'empathie avec le monde. Enfin, est-ce que j'ai une nature empathique naturelle ou est-ce que mon métier m'a fait devenir empathique? Ou c'est un mélange des deux, tu vois. Mais je pense que cette déformation professionnelle-là de scénariste, elle m'aide un peu dans ma vie. C'est-à-dire que dans des situations conflictuelles, tant qu'on n'arrive pas dans le fameux endroit où on touche à mon intégrité, et ça arrive et là, je peux être méchante. Mais sinon, je pense que je suis plutôt à essayer de me dire, ok, pourquoi l'autre fait ça, en fait? Enfin, il est où son bénéfice? Qu'est-ce qu'il cherche? Où est sa névrose à lui? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est un petit enfant perdu dans les bois, comme moi? Mais sous une espèce de carapace de dureté, d'agressivité, d'ego ou enfin, j'essaie un peu de déconstruire le problème pour moi m'adapter et pas être trop en force ou réussir à ruser aussi. Après, j'essaie d'être, tu vois, maligne. Mais au fur et à mesure, maintenant, je pense que c'était moins le cas il y a 10 ans. Mais là, maintenant, ça fait à peu près 15 ans que je fais ce métier. C'est vrai que scénariste, on est beaucoup exposé parce qu'on est au cœur du dispositif, on écrit, et à partir de là, après, tout est déclenché. À partir d'un scénario, l'argent qui sert à financer une série est trouvé, le diffuseur est trouvé, les acteurs sont trouvés, le réalisateur est trouvé. Donc nous, on est vraiment au cœur, et du coup, on est quand même amené à discuter et collaborer avec beaucoup, beaucoup de gens. Et avec des natures aussi, parce que c'est un métier qui concentre pas mal d'égos forts, et c'est normal, puisque ces gens sont quand même plutôt un peu des artistes, donc il y a des égos forts. Et à toujours être assez consciente de ça pour réussir à comprendre ce qui est à l'œuvre chez eux et pas m'en sentir trop agressée. J'ai appris à cultiver de la diplomatie, en fait. Là, maintenant, j'ai l'impression, après 15 ans de métier, j'arrive à peu près à me dire, ok, là, je vais lâcher parce que la créativité de cette personne, elle sera meilleure si je lâche, si je rentre pas trop en conflit avec elle, et ça sera mieux pour notre série. Et à d'autres endroits, dire non, là, en fait, ça c'est pas possible, il faut pas traverser cette ligne parce que c'est trop important et je veux surtout pas qu'on touche à ça parce que je suis persuadée que c'est mieux, il faut pas y toucher.
Mais ouais, après, j'ai eu des moments vraiment durs. Hein. Tous les scénaristes connaissent ça entre nous. On appelle ça un peu le frisson de la honte, en fait. C'est-à-dire quand tu as écrit quelque chose et qu'à un moment, c'est réalisé par quelqu'un qui t'a pas beaucoup consulté ou qui a décidé d'en faire quelque chose que lui juge bien. Souvent, les gens sont de bonne foi. Hein. Les gens, c'est rare qu'un réalisateur arrive et dise « Ah, je vais prendre ce scénario, je vais le saloper dans tous les sens. Je vais vraiment faire des contresens autant que possible, vraiment prendre des très mauvais acteurs et avoir une direction artistique de merde. » Non, les gens ne pensent pas à ça. Ils essayent de faire bien. Mais parfois, on n'est pas d'accord juste. Et ça, au départ, quand tu es scénariste, que tu n'as pas encore le pouvoir de t'imposer aux différentes étapes de fabrication, bah forcément, ton truc t'échappe. Et oui, il y a des moments, tu as envie d'être sous la terre, en fait. Des moments, tu veux pas voir le résultat fini. Ça m'est arrivé hein, sur certaines séries. Sur Les Bleus, il y a quelques épisodes que j'ai pas pu voir, en fait, tellement j'étais déçue par le résultat. Parce que c'était pas bien passé, la collaboration avec le réal. J'avais l'impression de m'être fait marcher dessus, de m'être fait maltraiter, de m'être fait mépriser. Et c'était beaucoup de souffrance. Et à un moment, du coup, je veux pas souffrir. Et donc, je dis, OK, tant pis, là, je tourne la page. En fait, je ne veux même plus en entendre parler, je ne veux même pas regarder le résultat parce que voilà, ça va être trop douloureux et je passe à autre chose. Et après, ça prend un petit peu de temps, l'amertume finit par disparaître, mais ça prend un peu de temps. Et pourquoi tu penses que en France ou en tout cas en Europe francophone, le métier de scénariste est encore aussi peu valorisé par rapport aux États-Unis? Bon, il y a plein de raisons. Il y a une des explications qu'on avance souvent, c'est la culture de l'auteur-réalisateur en France, qui est plus forte qu'aux États-Unis. En fait, souvent, les réalisateurs sont aussi les auteurs de leurs films. Et en France, on a une espèce de culte, mais qui est pas complètement inutile, hein, et qui a ses beautés et qui donne aussi un cinéma français très riche, en fait, et très inventif. Mais donc on est un peu baigné de ça, de l'auteur-réalisateur un peu total qui va faire une grande œuvre et donc on a tout ça un peu dans notre champ, voilà, notre inconscient collectif culturel, il est baigné de ça et ça s'applique pas tellement bien à la série en fait. Et alors pour le cinéma c'est un peu différent, moi c'est moins mon milieu donc j'en parle un petit peu moins, on n'a pas complètement les mêmes problématiques avec les scénaristes de cinéma, mais c'est vrai que les scénaristes de cinéma sont pas tellement reconnus. Là moi je pense que c'est une pure histoire d'ego en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, comme le scénariste il crée quelque chose à partir de rien et c'est lui qui a le geste premier en fait, l'acte de naissance d'un projet ça passe par le scénariste donc en fait c'est Dieu, en vrai. C'est-à-dire qu'il a vraiment un pouvoir énorme. Mais quand le réalisateur, c'est pas vraiment lui qui a écrit, et le réalisateur, il s'imagine tellement comme le roi, c'est très difficile de partager la paternité, en fait. En fait, les réalisateurs sont les hommes blancs du cinéma. Les quoi, t'as dit? Ouais. C'est ça. Les hommes blancs hétéros, quinquagénaires du cinéma. Un peu, ouais. Mais c'est en train de changer. Nous, les scénaristes, on est les femmes, on est les minorités racisées. Non, un peu. Il y a un peu de ça, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire ce truc où, en fait, pardon, mais oui, on a nous aussi besoin d'exister sur l'échiquier. Et souvent, quand on dit ça, les gens nous disent ah oui, mais vous avez un gros ego quand même. Et on fait, déjà oui, et c'est pas un gros mot, et ça nous permet d'exister. Et c'est ça aussi qui nous fait avancer dans la vie, enfin comme vous en réalité. Et par ailleurs, on est aussi, enfin encore une fois, ce geste d'écrire, le premier geste d'inventer une histoire, c'est tellement énorme que ça doit être reconnu et ça doit être pris en compte, même pour que le projet sera meilleur en fait. Si vous le prenez plus en compte, ça, si vous nous écoutez plus. Oui, en fait, au cinéma, la difficulté, je pense, c'est de partager la paternité d'un projet et de considérer qu'il y a un peu un papa et une maman et que les deux sont liés, les deux marchent main dans la main, qui sont l'écriture et la réalisation. Et souvent, pour les réalisateurs, c'est difficile de partager cette paternité et quand les scénaristes demandent juste à ce qu'elle soit reconnue, on nous renvoie que c'est un problème d'ego et c'est pas qu'un problème d'ego, c'est un problème d'existence en fait, d'être reconnu dans ce qu'on fait et c'est normal. Et dans les séries, du coup, alors même que la forme est tellement différente, c'est-à-dire que par rapport à un film de cinéma, une série
6, 8, 10, 12 épisodes, ça n'a un peu rien à voir avec un film, ça s'écrit pas du tout pareil, ça se finance pas pareil, ça se diffuse pas pareil. Et pourtant, pendant longtemps, on a appliqué exactement les mêmes réflexes qu'au cinéma. C'est-à-dire, le scénariste est une petite personne à lunettes derrière son écran, qui ne voit personne, qui vit seule et qui fournit le travail sans d'ailleurs, enfin, tout ça paraît très mystérieux. Les gens comprenaient à peine que il était quand même affaire de technique aussi. Et bref, voilà, enfin une sorte de corps de métier un peu opaque et solitaire. Et arrive le réalisateur qui soudain va faire ce qu'il veut. Or en série, ça peut pas marcher comme ça parce que comme par définition, il y a pas un épisode, mais il y en a plein. Souvent, en fait, il y a plusieurs réalisateurs qui arrivent. Moi, j'ai travaillé sur toutes les séries sur lesquelles j'ai travaillé. Il y a toujours plusieurs réalisateurs pour réaliser plusieurs épisodes et c'est trop dur en vrai. De la même manière qu'il n'y a pas un scénariste, maintenant il y en a plusieurs. Donc souvent on travaille en équipe pour écrire, on est supervisé par un chef d'écriture et ensuite il y a plusieurs réalisateurs qui vont se succéder. Et donc ça devient une espèce d'énorme barnum en fait. Une série c'est comme 2, 3, parfois 4 longs métrages à faire dans un laps de temps assez court. Et donc, ça n'est plus possible d'appliquer un peu la théorie du réalisateur roi. Ça ne marche plus parce que si le gars décide que lui, sa vision, il a le droit d'avoir sa vision du scénario, mais si sa vision, c'est que le personnage est plutôt comme ci, comme ça, alors que le réalisateur qui va venir faire les épisodes suivants, lui, sa vision, c'est que les personnages sont plutôt comme ça et comme ci, ça va plus. Ça va faire un gloubi-boulga infâme. Et on l'a déjà connu, ça. Et donc là, c'est quelque chose c'est plus une histoire d'ego de qui que ce soit, c'est juste une histoire de travail vertueux ou pas vertueux, de est-ce que la série reste cohérente ou pas. Et c'est ce que les Américains ont très bien fait en faisant émerger la figure du showrunner, qui est en fait un scénariste, qui est le scénariste créateur en général de la série, qui est aussi celui qui dirige la salle d'écriture, en fait. C'est lui qui donne les directions aux autres scénaristes qui écrivent. Et c'est lui qui est le garant déjà de la cohérence de l'écriture, puis ensuite le garant de la cohérence de l'ensemble. Donc c'est lui après qui devient l'interlocuteur principal des réalisateurs. Et finalement, les réalisateurs sont un petit peu ces subordonnés, même si l'idée c'est pas de savoir qui est le chef. C'est pas ça qui compte. C'est en fait à qui on se réfère pour que sa vision pour que la série soit bonne en fait. Enfin, ou d'ailleurs si elle est mauvaise, on saura. Ça sera la responsabilité plutôt de cette personne qui, en fait, est l'équivalent du réalisateur au cinéma. Maintenant, dans les séries, c'est le showrunner, en fait. C'est celui qui signe de son nom et c'est lui qui est le garant de la cohérence de l'ensemble. Et ça, c'est assez récent qu'il y ait cette prise de conscience. En fait, pendant longtemps, on n'avait pas compris ça. Et donc, nous, après, je pense que il y a d'autres explications qui sont peut-être un peu plus psychanalytiques. C'est que comme pendant très longtemps, le scénario, c'était un métier de l'ombre. Un métier, encore une fois, de petite personne derrière son ordinateur, qui est un peu dans sa tête et qui imagine des trucs, mais qui est pas complètement relié à la fabrication. Ça drainait, en fait, certains profils. Ça drainait un profil de gens qui sont plutôt des gens un peu introvertis, qui sont contents d'être derrière leur écran parce qu'ils se sentent bien derrière leur écran tout seuls. Mais comme l'écosystème a énormément muté, comme la demande a explosé, comme les séries se sont transformées, la façon de les fabriquer s'est transformée, maintenant, en fait, c'est plus les mêmes qualités qui sont demandées. Enfin, si on veut prendre un peu de responsabilité dans le métier, et tous les scénaristes n'ont pas envie, des scénaristes qui sont très contents parce que ça leur va bien psychanalytiquement d'être derrière leur écran tout seul. Mais progressivement, maintenant, ça commence aussi à rameuter une autre catégorie psychique de gens, qui sont des gens qui ont un besoin de s'affirmer, de prendre leur place dans une équipe plus grande. Pendant longtemps, en fait, les scénaristes se satisfaisaient un peu de leur sort. Et puis voilà, avec l'explosion des séries, c'est plus qu'une mode, cette révolution culturelle. Maintenant, il y a des profils un peu plus forts, un peu plus énergiques, un peu plus extravertis, un peu plus autoritaires, qui ont besoin justement de rayonnement, de reconnaissance. Et tout ça ne sont pas du tout des gros mots. Ça fait partie de la vie et tant mieux. Et ça fait aussi peut-être des artistes un peu plus complets parce qu'ils ont besoin d'avoir un lien avec les différents corps de métier qui fabriquent la série. Et globalement, cette appellation showrunner en France, c'est arrivé avec toi et 10%, concrètement. Oh, elle est mignonne. Mais non, mais genre, c'est à ce moment-là, oui, non tout à fait, Fanny. Je ne saurais pas mieux dire. Non, mais c'est arrivé à ce moment-là, non
En vrai, non. En vrai, il y a plein d'autres gens qui ont fait ça en même temps que moi et même avant moi. Certains sont moins connus, peut-être un peu moins médiatiques. Par exemple, déjà, il y a Frédéric Krivine sur Un village français qui était complètement showrunner. Anne Landois sur Engrenage était complètement showrunner. Évidemment, Éric Rochon sur Le Bureau des légendes est archi showrunner. Il est aussi producteur, réalisateur. Il n'y a que chez Canal, en fait. Là, c'est vrai. Non, tu vois, Un village français, c'est quand même France 3, effectivement, Canal. Mais c'est un peu rien à voir avec le diffuseur. Après, tu vois, t'as une série qui s'appelle Profilage, qui est une série TF1, polar, classique dans ce format-là, qui est créée par 2 femmes scénaristes qui sont totalement showrunners, qui sont aussi productrices. Et on en parle un peu moins parce que la série, c'est une série TF1 plus populaire, qui a peut-être moins les faveurs d'une presse, voilà, un peu plus intello et tout, mais il se trouve que c'est une énorme réussite publique, en fait, qui a eu genre 10 saisons de Profilage, et ces filles-là, elles ont tenu ça de A à Z, voilà, et on n'en parle pas beaucoup, et pourtant elles l'ont fait, et c'est des vrais showrunners, en fait. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même pas mal maintenant. Mais oui, peut-être que moi, je suis arrivée à un moment où ça commençait un petit peu à frémir, et puis le mot commençait à être un peu à la mode, et puis je suis une femme, voilà, je me rends bien compte qu'il y a un moment, comment dire, il y a une espèce d'air du temps qui s'est un peu créé autour de et cette profession et 10%, et voilà, j'étais au bon endroit à ce moment-là, quoi. T'as compris quand que 10% ça allait être énorme? Toujours pas. Sérieux? Non, en vrai, non. Déjà, le truc assez incroyable avec 10%, c'est que c'est aussi Netflix qui l'a rendu énorme, enfin qui l'a rendu international. Le succès en France, je l'ai mesuré assez vite, en fait. Dès que ça a été diffusé à l'automne 2015, j'ai quand même senti, on a vu les audiences. Enfin, déjà, les audiences, voilà, c'est pas une sensation, hein, c'est des chiffres. Hein. Donc, quand tu sais que l'épisode, il fait 20 et quelques % de part de marché, ça veut dire qu'il y a plus de 5 millions qui ont regardé. C'est énorme, en fait. Enfin, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi gros. Donc là, enfin, c'est même, à la fois, c'est très concret, c'est un chiffre, mais en même temps, 5 millions, ça devient abstrait parce que c'est gros, quoi. Donc, mais là, j'ai commencé à me rendre compte que, waouh, ça marche, en fait. Et puis, parce que la presse et la réception aussi quand on faisait des projections. Enfin, dès la saison 1, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de chaud autour de la série et que c'était un succès français. Après, le succès international, je m'en rends pas tellement compte, en fait, parce que c'est complètement dématérialisé, quoi. Ça passe par Netflix, c'est partout, c'est trop gros pour être réel, en fait. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends compte quand je reçois des messages de gens qui habitent très très loin. Donc là, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, et en même temps, ça me surprend. Je dis non, mais c'est dingue quand même, genre fin fond de l'Australie. Au départ, c'était beaucoup des expats, donc des Français. Je pense qu'il y avait un plaisir à avoir un petit morceau de France chez eux. Et puis après, c'était carrément des étrangers, quoi. Enfin, des gens de plein de pays qui. Je me dis, mais comment c'est possible qu'ils arrivent à se relier à notre petit truc parisien là. Donc ça m'a fait vraiment hyper plaisir. Après, je l'ai senti par la presse aussi, la presse étrangère, beaucoup la presse américaine. Ça, quand on sait avoir des articles dans le New York Times, dans le Guardian en Angleterre. Enfin, là, ça commence à secouer un peu fort. Je m'en suis rendu compte aussi dans l'explosion que ça a pu créer dans la carrière des comédiens qui jouaient dedans, de les voir, de plus en plus demandés, de plus en plus populaires. Et ça aussi, c'est une sensation hyper agréable, quoi, d'avoir l'impression de les avoir aidés à rayonner, quoi, à s'épanouir, à s'accomplir. C'est hyper fort. Mais moi, dans ma vie, ça change pas grand-chose. Si, dans mon métier, ça change des choses. C'est-à-dire, je sens bien que je suis plus demandée, ou peut-être plus désirable professionnellement. Mais après, je rentre toujours sur mon vélo, je vais faire mes courses chez Franprix. C'est l'avantage quand même d'être scénariste, c'est que tu vois, personne te connaît dans la rue, quoi. Donc après, ma vie, elle a pas beaucoup changé. Si, j'ai quand même un appartement un peu plus grand maintenant, j'avoue. Mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Et sans doute que le Covid a joué aussi. C'est le mal pour le bien dans cette histoire, c'est quand il y a eu le premier confinement. En fait, il y a eu un tel besoin de fiction sur les plateformes, parce que comme les gens étaient tous confinés chez eux. Pendant le premier confinement?
Non, non, c'est sorti bien avant, mais oui. J'ai senti... en fait, ça a été par vague. Tu vois, t'as le succès français dès le début, et qui va croissant de saison en saison, jusqu'à mon départ après la saison 3. Enfin, voilà, que là, vraiment, j'ai senti, moi, très fort pour moi, je veux dire. Et après, quand on était sur Netflix, ça, je pense que ça s'est bien installé, ça prenait bien et tout, mais avec le confinement, globalement, en fait, ça a fait que les gens, je pense, partout, enfin, dans tous les pays occidentaux, industrialisés, qui étaient confinés, ils avaient un besoin de fiction, ils avaient fait un peu le tour de leur propre série, particulièrement aux États-Unis. En fait, pendant très longtemps, aux États-Unis, 10%, ça a marché vite et bien, mais dans un tout petit milieu. C'est-à-dire qu'au début, c'était d'abord un milieu de professionnels, quoi. Les gens qui ont une sorte de veille internationale et qui regardent un peu les trucs qui marchent ailleurs. Donc très vite, voilà, Hollywood, New York, les gens, je sentais, enfin, j'ai tout de suite été, moi, contactée par des agents à Los Angeles, donc j'ai vu quand même que ça marchait vraiment, et que c'était un peu connu, quoi. Mais c'était un tout petit public d'initiés. Après, ça commençait un peu à grossir, un peu les grandes villes, les gens un peu plus intello, qui s'intéressent à des séries étrangères, et aux États-Unis, c'est pas beaucoup le cas, ils regardent quasiment jamais de séries en langue étrangère. Donc là, on a commencé à sentir qu'on pouvait toucher un peu un public de festival, on va dire, tu vois, les gens un peu plus cultivés. Et après, avec le confinement, là, soudain, c'est devenu plus grand public, en fait. C'est que là, on commençait à toucher des gens plus lambda, quoi, qui n'avaient pas d'intérêt particulier pour les séries étrangères, mais ils avaient un peu de tout regardé. Donc après, ils raclaient les fonds de tiroir, c'est quoi ce petit machin français? Et là, ouais, ça a vraiment fait un deuxième... Ça a relancé, en fait, la popularité de la série. Et donc là, c'était au moment où la saison 3 était déjà sortie? Ouais. Ok, et donc toi, t'as pas eu vu que t'as quitté après la saison 3, t'as pas dû réécrire pour 10% après cet énorme... Non. Ça t'aurait stressé? Oui, de toute façon, ça me stresse toujours d'écrire, donc ah ouais? un peu plus, un peu moins. Bah oui, moi je suis une énorme flippée professionnelle. Ah bah oui. Bah parce que c'est dur en vrai, parce que c'est dur et parce que ça me crée autant d'angoisse que de joie, voire peut-être plus d'angoisse. La joie, elle est très ponctuelle, elle est minoritaire et souvent elle arrive à la fin quand c'est fini, quand les gens commencent à rigoler ou à être émus par ce que j'ai écrit. Et là, je me dis quand même ça valait le coup. Mais sinon, tout le process, d'écriture, je parle, hein, il est très douloureux pour moi parce que j'ai envie que ce soit vite et bien. Tout de suite, en fait, j'ai envie d'un résultat bien. J'ai beaucoup de mal à me satisfaire, et c'est là où j'ai un problème. C'est que je choisis un métier qui est un métier qui s'inscrit vraiment dans la longueur. T'as d'autres métiers créatifs où tu peux produire un résultat plus rapide, en fait. Et moi, j'ai choisi les séries qui sont vraiment un truc au long cours. C'est long à écrire, c'est long à produire. Enfin, je me dis, et le scénario, c'est vraiment par définition un objet qui n'est jamais terminé. Il est toujours perfectible jusqu'au moment où tu dis, bon là, ça suffit, basta, maintenant, faut tourner. Et pourtant, je déteste ça, en fait. J'aime pas l'idée qu'il faut y revenir, et ça me fait souffrir, en fait. Je voudrais que ce soit tout de suite bien. Mais je sais que c'est pas possible, donc voilà. Mais j'ai encore du mal à trouver du plaisir dans ça. Mais pourquoi tu fais ça, alors? Je suis folle. Non, mais ben, c'est bizarre. C'est les contradictions de l'être humain. J'ai pas encore fini ma psychanalyse pour complètement comprendre le truc, mais parce que c'est paradoxal en vrai, parce que aussi je sais que je suis bonne pour ça, parce que comme je suis très exigeante, très tatillonne, très maniaque, finalement ça me va bien quand même un peu de m'y remettre et de grenouiller, d'essayer de chercher, trouver la solution. Parce que dans le fond, il y a aussi, malgré cette souffrance, quelque chose d'assez ludique dans l'idée de régler tout le temps des petits problèmes, en fait. À chaque fois que tu améliores un scénario, tu règles un problème. Tu mets le doigt sur un problème et tu le règles. Et ça, pour moi, c'est assez lié à l'enfance, à faire un jeu, tu vois, à compléter un jeu. Et donc ça, j'aime quand même assez bien, en fait. J'aime quand même assez bien pousser, creuser. Ça me va quand même bien. Mais oui, ça s'associe de beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse de pas y arriver, en fait. Je me dis tout le temps, en fait, je vais pas y arriver. Et ça fait quand même 15 ans que je fais ce métier. Donc, en fait, il y a vraiment la petite Fanny qui doute, qui dit je vais pas y arriver. Et puis une autre, un petit peu plus mature, qui dit attends, tu te dis ça à chaque fois, donc ça va aller.
respire, fais confiance au temps, justement, fais confiance à ton équipe. C'est cool, ça. Moi, je travaille beaucoup en équipe, donc ça me permet de pas être seule avec mes problèmes, de pouvoir me reposer sur les autres, de mettre toujours au milieu. Je suis une chef qui cache pas du tout ses doutes. Quand je mets le doigt sur un truc qui va pas, je le mets tout de suite au milieu sur la table pour pas être seule à porter le problème sur mes épaules. Donc, ok, les gars, voilà, j'ai identifié ça, il faut qu'on trouve des solutions. Après, j'ai du plaisir quand je commence à sentir que je tiens un bon truc, que l'histoire elle est bonne, ou que je tiens un bon personnage. Et c'est vrai que le moment où je passe à l'écriture des dialogues, ça c'est assez plaisant. J'avoue, là c'est un endroit de plaisir souvent. Plus que quand il faut conceptualiser. Parce que conceptualiser, c'est faire des choix aussi. Ça, c'est névrotique aussi chez moi. C'est difficile de... Et pourtant, c'est une des définitions même du métier de scénariste. Donc, tu vois, que des contradictions. Mais le métier de scénariste, c'est faire des choix dans un océan de possibles. Ouais, c'est couper des branches tout le temps. Et ça, c'est hyper dur pour moi. À chaque fois, j'ai l'impression que est-ce que j'ai vraiment bien fait de fermer cette porte? Alors, plus j'avance dans le métier, plus quand même je prends confiance en moi et j'arrive un peu mieux à traiter ce genre de problème, quoi, de moins m'angoisser, de est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix, et d'y revenir le lendemain en remettant 3 fois le truc en question. Mais souvent, ce genre de névrose, ça a la qualité de ses défauts, c'est-à-dire que ça me fait un peu du mal, ça me fait être en boucle dans ma tête, mais ça fait aussi que je suis hyper exigeante et hyper précise et que je lâche pas et que je cherche longtemps pour être sûre d'avoir trouvé la bonne situation, la bonne intention. Et tu laisses jamais tomber, genre en mode, tu t'es retourné la tête sur un problème, t'arrives pas à régler le truc et tu dis, oh fuck it, ce sera... Non. Non. Ou jusqu'au lendemain, ouais. Genre, fuck it jusqu'au lendemain. Oui, mais tu te mets de côté jusqu'à ce que tu doives y revenir. Il m'arrive parfois, parce que c'est un truc que j'ai pu observer avec l'expérience et qui, à chaque fois, d'ailleurs, me fait hyper mal au cœur. Par exemple, c'est de se dire que les gens qui reçoivent une fiction n'ont aucune idée, et tant mieux, hein, de par quoi on est passé. Aucune idée des nœuds au cerveau qu'on s'est fait, des portes qu'on a fermées, des hypothèses qu'on a émises, des conneries qu'on a dites, des mauvais choix peut-être qu'on a fait, ou des bons... Enfin, ils ne savent absolument pas par quoi on est passé, de toutes les idées pourries qui ont été mises de côté. Et parfois des dilemmes qu'on a eu, de genre ça, est-ce qu'on le laisse, cette réplique, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne et tout, parce qu'eux ne reçoivent que ce qu'ils reçoivent par définition, donc ils peuvent pas imaginer tout ce qu'il y a eu derrière. Et donc parfois je me dis, bon, en fait, les gens sont beaucoup, beaucoup moins exigeants que moi, en fait. Et je m'en rends compte parce que parfois en projo, moi je sais qu'il y a eu débat sur telle ou telle réplique ou telle scène, ou un débat avec un réalisateur, on s'est un peu pris la tête parce qu'il voulait absolument qu'on laisse tel plan et moi je voulais pas. Mais à la fin, personne ne l'a vu. Enfin, les gens ne s'en rendent absolument pas compte. Voire au contraire, ça m'arrive aussi souvent de reconnaître mes erreurs. Enfin, d'ailleurs, erreur, ça veut rien dire. C'est qu'il n'y a pas de vérité dans ces métiers. Mais un truc où moi je me disais, oh non, mais cata, et tous les gens disent, ah mais j'adore ce truc, c'est hyper drôle. Là, je suis là, ah, ok, bon, j'avais pas tellement eu la bonne intuition là-dessus. Mais donc, enfin, en fait, c'est assez mystérieux comment ça va parvenir aux gens. Donc, à un moment, oui, il faut lâcher parce que de toute façon, les gens ne sauront pas. Et la nuance hyper obsessionnelle sur laquelle je suis en train de me prendre la tête, en fait, les gens, ils vont voir une couleur beaucoup plus grossière. En fait, ils vont pas voir qu'on a cherché vraiment le petit machin, quoi. Est-ce que t'as genre des gros regrets scénaristiques où tu te dis putain, ça aurait pas dû arriver dans telle série, dans tel truc Non, pas des gros regrets scénaristiques. Je pense qu'on a raté un truc dans 10% saison 2 quand Andrea couche avec Hicham. C'est vraiment l'exemple que j'avais en tête. Bah oui, non, mais parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai et que c'était un truc... En fait, je pense que en soi, c'était pas nul en soi, mais c'était mal fait. C'était trop rapide, c'était expédié, c'était pas assez senti. C'était pas assez mûri, c'était pas assez intelligent. Tu vois, c'était un peu par-dessus la jambe et c'est assez rare qu'on fasse ça, mais enfin, pour ça, c'est un grand sujet et débat, mais c'est justement sur... En
en fait, notre époque qui permet, notamment grâce aux réseaux sociaux, à des communautés minoritaires de prendre la parole, de s'exprimer parfois un peu fort et d'être vindicatif et revendicatif sur des objets de culture, sur des déclarations. Parfois, ça pique un peu, en fait. Enfin, moi, ça m'est arrivé du coup de le recevoir, donc de femmes lesbiennes qui disaient « mais enfin, c'est quoi cette scène? C'est nul et tout ». Et premier réflexe défensif, c'est « oh ben ça va, oh ». Tu vois, vous criez un peu fort, vous m'énervez, tu vois, bon, voilà, parce que c'est pas agréable de se sentir mis en cause, on se dit, oh, putain, et dans le fond, on se dit, merde, j'ai raté un truc, qu'est-ce que j'ai raté? Donc, premier réflexe, c'est un peu défensif, et après, il dit, alors attends, qu'est-ce qu'elle disait exactement? Ben, je vais écouter quand même, je vais écouter, en plus, leurs paroles m'intéressent grave, en fait, enfin, c'est pas pour rien que Andrea est Andrea, et que elle est lesbienne et que c'est important dans l'histoire, dans la caractérisation de son personnage, sans en faire non plus un étendard. La meuf est pas un étendard. Donc moi ma défense, c'était de dire, eh oh, ça va, c'est pas la lesbienne avec un grand L, c'en est une parmi d'autres. Donc, elle peut faire ça. J'en connais qui font ça. Donc, tu vois, ma défense, c'était de dire, mais j'en connais des meufs qui font ça. Et elle répondait, oui, ok, mais à la télé, il y en a tellement peu des Andrea que tu peux pas nous faire ça, en fait. On t'aime bien, Fanny, c'est pas contre toi, on aime beaucoup ta série, on adore ce personnage. Ouais, laissez-nous notre lesbienne, quoi, laissez-la avec des meufs, genre, vous savez pas quoi inventer, mais vous êtes cons, quoi, c'est quoi, cette espèce de vieux réflexe d'hétéro, de la remettre. Et c'est vrai que c'était un peu une facilité de scénario. Donc, dans le fond, en fait, là où j'étais assez sûre de moi, et je revendique le truc, même encore maintenant, c'est de dire, je pense qu'Andrea, la faire venir à la maternité, qui était un truc qui m'intéressait vraiment, de confronter cette femme-là à la maternité. Et après, même, il y avait un autre truc qui était que j'étais assez sûre que pour que ce couple avec Colette existe, la question de la famille était importante, en fait, que ça allait probablement arriver comme ça entre elles. Mais donc, pour qu'elle puisse être enceinte, Andrea, je la voyais pas du tout se lancer dans un grand voyage en Belgique, en Espagne, aller faire des FIV et des traitements hormonaux. Enfin, je me disais, c'est pas ce genre de meuf, en fait. C'est une meuf qui est plus chaotique, qui est plus bordélique, qui va pas conscientiser qu'elle veut un enfant. D'ailleurs, elle en veut probablement pas. Finalement, cet enfant, elle le garde parce que c'est comme ça qu'elle va être avec Colette et qu'elle aime cette femme, en fait. Et que c'est une façon d'être avec Colette et de sensibiliser Colette. D'ailleurs, c'est une manière de se rendre, elle aussi, probablement plus douce d'une certaine manière. Ça l'adoucit, en fait. Même si c'est très contrarié chez elle, cet enfant dans sa vie. Et ça lui fait pas que du bien, en fait. Mais bon. Et donc, pour qu'elle tombe enceinte, et j'avais vraiment envie de ça, il fallait que ça passe par un truc border, accidentel, foutraque, comme coucher avec un gars. Mais on aurait dû mieux le faire, en fait. On aurait dû amener plus une forme de fluidité, déjà, peut-être. C'est que moi, je dis aussi, non, mais les gars, elle le dit en saison 1 qu'elle a déjà eu des petits copains. Ouais, mais bon, on le voit pas. On le voit pas depuis la saison 1 qu'elle a des petits copains. Si, à la rigueur, t'avais préparé ça en disant, oh, bah, de temps en temps, elle aime bien coucher avec un gars. Pourquoi pas? C'était plus acceptable, déjà. Mais là, c'était un peu grossier, quoi. C'était un peu, voilà. Donc ça, je le reconnais. Et c'était pas compliqué de le reconnaître. Et merci. Donc c'était ça aussi, toute ce grande pensée circulaire pour en arriver à dire que cette époque qui permet, et je sais que certains s'en offensent parce que ils peuvent trouver que des gens crient trop fort. Moi, je pense jamais qu'on crie trop fort, en fait. Parce que quand on crie fort, c'est qu'on a vraiment un truc à dire et on a besoin qu'ils soient entendus. Donc, moi, ça m'a pas du tout gênée de me prendre une petite volée de bois vert parce qu'elles savaient de quoi elles parlaient et qu'elles m'ont sensibilisé à un truc. Ça m'a permis de reconnaître un endroit qu'on avait été un peu léger en salle d'écriture. Qu'on avait traité ça un peu trop vite et que si c'était à refaire, on le traiterait mieux. Et donc après, à la prochaine étape, peut-être la prochaine série, ce sera d'autres personnes qui viendront m'alerter en me disant « meuf, t'es sûre là? T'as vu le truc, c'est quand même un peu cliché » ou ce truc-là, c'est un peu rapide et ça va peut-être encore m'arriver. Mais je le rejetterai jamais, en fait. Je me dirai jamais « les gars, taisez-vous, vous me criez dans les oreilles ». Enfin, tu vois, je pense que ça fait partie de notre boulot d'entendre et d'être hyper sensible à l'ère du temps, aux lignes de force qui traversent notre société. En fait, on met ça aussi dans nos scénarios, donc il faut les écouter. Même si parfois, il y en a qui sont un peu plus pénibles à entendre, plus agressives ou plus hostiles, ça raconte toujours un truc hyper intéressant, en fait. C'est quoi les lignes de force, justement, que tu as mises dans Drôle,
par exemple. Tu veux dire de quoi ça parle Les grands sujets qui sont pas le stand-up ou machin, mais les trucs qui traversent et qui étaient importants pour toi. Il y en a plusieurs. La prise de parole pour exister, donc une forme de... Et ça, c'est au-delà du stand-up, en fait. C'est comment, par la parole, par la voix et aussi donc par l'écriture, on prend sa place socialement en son nom propre et au nom des autres, au nom de notre famille, au nom de nos ancêtres, au nom de là d'où on vient, mais aussi au nom de tous ceux qui nous entendent et qui parfois ne savent pas qui on est et d'où on vient, qui sont nos ancêtres. Et on leur raconte un truc de ça et donc on s'inscrit dans une société. C'est ça, je pense, le vrai sujet de Drôle. Et donc, par ça, il y a ce qui va derrière, les thèmes qui vont derrière, c'est une forme d'émancipation, une forme de libération, une forme d'empowerment. Et c'est pas facile à faire. Ça va avec plein de frustrations, plein d'obstacles, d'auto-empêchement aussi parfois, parce que on peut avoir très très envie de le faire et à un moment être retenu. On peut avoir très peur du succès. On peut avoir très envie d'être entendu, en même temps très peur. Donc voilà, c'est pas linéaire pour tous les personnages, mais le sujet de fond c'est ça. Et donc du coup, puisque chacun des personnages de Drôle, qui sont les 4 personnages principaux, sont des jeunes gens qui viennent de milieux différents, d'origines sociales, ethniques différentes. Donc chacun charrie ça avec lui et vient le mettre dans la série et vient du coup nous, raconter un peu une France d'aujourd'hui. Donc ça, c'est dans sa version la plus ambitieuse et un peu mégalomane peut-être, et je sais pas si on y arrive, mais de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on doit sentir au premier épisode. C'est quelque chose qui vaut, je pense, sur une durée, de sentir que voilà, ces 4-là, ils viennent mettre au milieu qui ils sont et donc nous raconter plein de choses sur qui on est tous collectivement dans ce pays, quoi. C'était quoi les plus gros défis que tu as eu avec cette série-là ? Qu'est-ce qui t'a le plus épuisé, travaillé Plusieurs choses. Dans le fond, donc ça, c'est-à-dire ce sujet-là, pouvoir me mettre à la place de gens qui viennent de milieux qui sont pas le mien, qui viennent d'origines socio-culturelles, ethniques qui sont pas les miennes, qui sont des enfants issus d'immigration, deuxième génération. Moi, j'ai une histoire d'immigration dans ma famille qui est l'Espagne, mais c'est loin. Enfin, c'est mes arrière-grands-parents qui sont venus en France. Donc, ça existe dans mon histoire, mais c'est pas aussi fort. Je me mets pas au même niveau que des gens qui sont enfants d'immigrés algériens ou vietnamiens, comme c'est le cas dans la série. Mais ça m'a obligée à convoquer des sensations familiales, personnelles, pour me relier, même si voilà, je leur ressemble pas. Mais ça, c'était pas toujours simple. Du coup, pour borner ça, il faut s'entourer bien, avoir des auteurs dans la pièce qui viennent de milieux différents, parler avec plein de gens. Enfin voilà, il faut se borner ça, je veux dire autour de soi, pour pas être tout seul et pour pas se confronter à un truc qu'on manipulera mal. Poser beaucoup de questions, faire relire, dire est-ce que là tu trouves que c'est grossier, est-ce que ça tu trouves que c'est juste. En parler beaucoup avec les comédiens aussi qui incarnent les acteurs. Dès les lectures, leur dire mais toi t'en penses quoi, toi tu viens d'où, toi ta famille, poser des questions sur les familles, sur les milieux. D'ailleurs c'est marrant, mais on se rend compte, ça c'est assez drôle, mais que parfois on écrit des choses et puis le comédien il arrive, il dit mais c'est incroyable, vous avez écrit ça, en fait c'est exactement comme mes parents, ou c'est exactement comme mon copain. Enfin, on retrouve des correspondances entre ce qu'on a écrit et ce que le comédien amène, et c'est assez beau, c'est surprenant et c'est un peu magique. Donc ça c'est une des difficultés. Et après, de façon plus technique, et tant c'est quelque chose, c'est l'écriture en fait, c'est-à-dire écrire de la fiction. Ça maintenant, après qu'elle soit bonne ou pas, c'est notre histoire, mais je commence un peu à savoir, et les auteurs qui travaillent avec moi, les scénaristes, on sait écrire de la fiction, inventer des personnages, inventer des situations, des arcs dramatiques. Mais écrire du stand-up, vas-y. Non mais inventer des personnages de stand-uppers crédibles,
nourris, qui ont une personnalité, qui ont une identité, leur écrire des morceaux de stand-up, les faire bien interpréter par des acteurs qui sont pas des stand-uppers, ça, mais quel bazar, quoi. Ça, c'est dur. C'est dur et ça continuera d'être dur, je sais. Il faut essayer de le faire le mieux possible à chaque étape, mais c'était un vrai truc. En même temps, c'était hyper excitant. C'était hyper beau à manipuler, difficile et beau, parce que quand on voyait que ça commençait à se dessiner, qu'on voyait les trucs prendre forme et qu'on voyait que les vannes, elles étaient bonnes, c'est vraiment un énorme plaisir. Mais après aussi, parce que j'ai une vraie admiration pour le travail des stand-uppers, pour cette écriture-là. Et donc, j'avais vraiment envie qu'elle soit valorisée aussi dans la série, qu'on regarde ça avec délicatesse, attention, respect, mais en sachant aussi que les séries qui sont écrites par des vrais stand-uppers, donc comme par exemple Louis, ou t'as une espèce de personnalité un peu totale. On savait qu'on ferait jamais ça, nous. Enfin, on n'aurait pas cette ambition-là. C'est-à-dire que le stand-up dans Drôle, ça peut pas être le stand-up de Louis C.K. dans Louis, en fait, parce que c'est lui, complètement lui. Nous, on invente quand même un truc. Donc, d'une certaine manière, ça nous protège un peu. Enfin, tu vois, je me dis, même si il y a des endroits, j'espère qu'il fera vraiment rire les gens, puis peut-être il y a des endroits où on dira, ce morceau-là, il est un peu moins bien. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est comme en vrai. Enfin, quand on va dans un comédie club, on ressort pas toujours en se disant, mais putain, mais quel génie, là, les 6 gamins que j'ai vus sur scène ce soir, c'était génie. Tu vas dire, lui, il était super bon. Oh, elle, je trouve un peu faiblarde. Ou elle était géniale, et lui, t'es un peu, bon, pas tellement inspiré. Bon, dans la série, c'est un peu pareil, en fait. On essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible, mais à la fin, ça va ressembler, j'espère, à ce qu'on peut trouver sur les scènes de stand-up aujourd'hui. Donc, un mélange de trucs plus ou moins pertinents, plus ou moins dingues, quoi. J'espère. Et quand c'est Netflix qui t'a proposé ce projet-là, de base ? Non. Netflix t'a dit, fais-nous des trucs ? Des propositions, ouais. Ok. Et ça, c'était assez cool. Et toi, t'es arrivée avec cette idée-là ? En fait, pour la petite histoire, j'ai le même agent américain que Gad Elmaleh, et qui un jour nous a présenté l'un à l'autre en nous disant « Ah, mais rencontrez-vous, parlez, voilà, boulot ». Je pense qu'il avait un peu idée de nous maquer pour une série. Et donc, j'ai rencontré Gad, et Gad me dit « Mais putain, il y a un truc en ce moment, pourquoi tu fais pas une série sur le stand-up à Paris ? C'est vraiment une scène qui est hyper vigoureuse, il se passe plein de trucs, il y a plein de clubs qui ouvrent partout et tout. » Et moi, je connaissais pas très bien. En vrai, j'étais même jamais allée dans un comedy club, donc ça, c'était il y a 2 ans et demi. Je connaissais du stand-up. J'étais allée voir des spectacles d'humoristes, je regardais du stand-up américain sur Netflix. Je connaissais quelques têtes d'affiches françaises, mais j'étais pas allée dans un comedy club parisien, quoi. Et donc, il me dit ça, je dis, ah ouais, tiens, marrant, et tout, pourquoi pas. Donc, c'est la première fois que je suis allée au Paname, c'était avec lui. Et j'ai vraiment eu une espèce de révélation, quoi, en me disant, mais tellement. Mais l'angle que moi j'avais en tête, je pense que c'était pas ce que lui aurait imaginé. Si lui avait fait une série dessus, ça aurait été très, très différent. Donc, en fait, assez vite, on s'est dissociés. Mais donc, je dois lui rendre de m'avoir soufflé, enfin, d'avoir allumé l'allumette, en fait. De m'avoir invité la première fois dans un comedy club parisien, et à partir de là, après, j'ai fait mon chemin toute seule. J'ai travaillé seule, mais ouais, c'est un peu grâce à lui. Enfin, peut-être que j'y serais arrivée à ce sujet, mais peut-être pas, en fait. Mais du coup, moi, ce qui m'a hyper émue la première fois que je suis allée dans un comedy club, c'était ce que finalement, j'espère, on retrouve dans la série, mais c'est cette sensation de diversité. Pas la diversité en France, c'est pas ça, mais j'ai vu genre 6 jeunes personnes monter sur scène ce soir-là, certains plus drôles que d'autres, encore une fois, plus inspirés, mais tellement différents les uns des autres, charriant des univers tellement différents, me racontant à chaque fois un petit bout de France singulier, spécial. Ils m'ont fait quand même beaucoup rire, mais en fait, je suis sortie en ayant beaucoup rire, en étant assez émue du patchwork et des thématiques abordées, de sexualité, de politique, de religion, de toutes sortes de trucs, plus ou moins transgressifs, parfois banals, mais tous avec, je trouvais, une utilisation du langage assez sophistiquée, bien plus que ce à quoi je m'attendais.
Et du coup, ouais, j'étais sortie hyper émue en me disant, mais j'ai l'impression d'assister à une espèce de psychanalyse française en direct grâce à ces personnes. Et ça m'intéresse. Et c'était le début de Drôle. Donc là, t'as dû commencer à lire tous les trucs possibles et imaginables sur le stand-up? Ouais, à écouter plein de podcasts, à regarder plein de spectacles, à aller en voir plein. J'ai eu de la chance parce que c'est tombé heureusement quand même presque un an avant le Covid, donc avant que tous les comédie clubs ferment. Mais du coup, c'était aussi le moment où le Sarfati a ouvert, où le Barbès a ouvert, le Fridge a ouvert. Donc je suis allée dans tous, et puis même d'autres petites scènes ou d'autres plus petits endroits. J'ai eu des scènes ouvertes avec des débutants. J'ai eu plein de trucs. C'est le moment où j'ai commencé à rencontrer aussi pas mal d'entre vous. Au début, parce que je cherchais des consultants. Enfin, je me suis dit, en fait, pour que la série elle soit bien, je peux parler avec plein de gens, mais à un moment, il va falloir qu'il y en ait un ou deux ou trois qui soient un peu plus proches, avec qui je commence à créer un lien de confiance, qui pourront me raconter des trucs. Évidemment, rien de tout ça ne sera jamais littéralement transposé dans la série. On va toujours tout transformer, mais au moins, ça va injecter du vrai, en fait, parce que un peu comme dans 10%, même si Drôle, ça n'a rien à voir avec 10%, ça a peut-être en commun cette tonalité un peu douce amère, ce mélange de comédie et d'émotion tout le temps, mais c'est moins foufou que 10%, c'est plus réaliste, moins loufoque. Mais justement parce que je le voulais, comme je voulais que ce soit réaliste, il fallait que quand même cette arène-là, elle me soit pas étrangère, en fait. Même si moi, j'en fais pas partie, c'est pas mon milieu, même si je me sens assez reliée à vous, parce que d'une certaine manière, j'ai l'impression que le métier que vous faites et que je fais, on peut se comprendre. C'est pas le même, mais il y a quelque chose de commun, et cette chose commune, d'ailleurs, elle me plaît, elle me touche chez vous, parce que je l'éprouve moi chaque jour, donc je sais ce que c'est, je sais que c'est dur. Mais je voulais un peu mieux sentir ce que c'est cette arène, qui sont les gens qui la pratiquent, même s'ils sont très différents, mais voilà, voir c'est quoi une journée de base, c'est quoi vos interlocuteurs, c'est quoi les trucs principaux que vous traversez, c'est quoi les étapes principales un peu d'un début de carrière. Ce qui est cool aussi dans Drôle, c'est que personne n'est une star, en fait, c'est que des gens qui sont qui commencent un petit peu à émerger, mais ils n'ont pas encore un très gros succès. Donc c'est bien, parce qu'en fait, ils ressemblent un peu à tout le monde, quoi. Non, et voilà, j'ai rencontré plein de gens, ouais. Et puis après, de là, je sais pas, des 25 ou 30 humoristes français ou francophones que j'ai rencontrés. J'en ai retenu quelques-uns qui sont devenus des consultants un peu plus privilégiés. Donc, il y a eu Jason Brokers et Marina Rollman qui nous ont accompagnés pendant un moment, avec qui on a beaucoup échangé. Et puis après, quand le moment de l'écriture vraiment est arrivé, que les scénarios ont commencé à sortir de terre, c'est là que toi, Fanny, t'es arrivée, Thomas Wiesel et Shirley Soignon aussi, et Jason, qui vous êtes venus pour écrire vraiment le stand-up de la série. Mais et puis j'ai pris aussi quelques consultants, pas stand-upper, mais plutôt côté prod ou manager, ou pour avoir un peu d'autres sons de cloche aussi. Et là, après plusieurs années sur 10%, et après avoir bossé sur les projets d'autres personnes, tu devais partir de rien, et là il y avait tout à construire avec toi, tes équipes, donc t'étais la chef d'un truc où il y avait encore rien. C'était angoissant au début, ou c'était justement hyper excitant d'avoir autant de possibilités, autant de branches à couper? C'est un mélange. C'est un mélange de c'est génial, un grand terrain, un peu avec plein de ballons. Et puis après, au bout d'un moment, ça fait trop de bruit, quoi. Il y a trop de choses possibles, donc. Non, je crois que j'ai aimé ça. L'avantage, c'était aussi qu'en regardant les humoristes, ça donnait un peu des couleurs, des styles, et puis qu'on pouvait attraper ça et le mettre dans nos personnages. J'étais pas toute seule pour faire ça. Au début, mon grand comparse Hervé Lassine, c'était dans la pièce avec moi pendant assez longtemps. On est restés un peu tous les deux à beaucoup ping-ponger. Et parfois, en fait, on parlait pas du tout du stand-up. On parlait juste de jeunes personnes, en se disant, OK, en fait, ils pourraient faire un peu n'importe quel métier, mais c'est quoi le cœur de leur histoire, de leurs enjeux personnels, de leur drame. Et puis après, quand on associe ça, on réinjecte du stand-up là-dedans, et on voit qu'est-ce que ça fait, où est-ce que ça les emmène. Et puis après, quand tu construis des personnages d'une série aussi, moi, j'aime bien donner cette métaphore, mais c'est un peu comme une sorte d'échiquier, en fait.
ils vont les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu peux en dessiner. Il y en a souvent un ou deux qui sortent en premier, que tu aimes bien. Et puis après, les autres, tu les construis un peu en fonction d'eux aussi et en fonction d'un thème qui est le thème un peu sous-jacent de la série dont on a parlé tout à l'heure. Donc, tu cherches des antagonismes, tu cherches des personnages qui peuvent friter un peu entre eux, au contraire d'autres qui s'associent bien, tu cherches des personnages qui peuvent tomber amoureux. Donc tout va un peu ensemble en fait. La caractérisation des personnages, elle va un peu avec les histoires que tu leur inventes. Parfois tu vas enrichir un peu l'histoire et du coup ça modifie un peu le perso. Tu dis ah ouais mais attends mais si l'histoire elle va par là, alors du coup le personnage il est peut-être un peu différent. Ça serait plus intéressant qu'il soit un peu plus comme ci ou comme ça. Et ça se modèle un peu comme ça au fur et à mesure entre les personnages. C'est pas en soi un absolu. Ah je veux ce personnage, il est comme ça parce qu'un personnage en soi c'est rien. D'ailleurs, comme une personne dans la vie. Enfin, une personne en soi, dans une pièce nue, n'est rien. Une personne n'est que ce qu'elle fait, qui elle rencontre, comment elle se comporte. Enfin, en scénario, d'ailleurs, on dit toujours ne pas dire, mais montrer. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage existe en action. Le personnage, il existe en situation. C'est là que tu comprends. Est-ce que c'est un timide? Est-ce que c'est un transgressif? Est-ce que c'est un intelligent? Est-ce que c'est un idiot? Est-ce que c'est un doux? Est-ce que c'est un agressif? Tu vois, c'est parce que tu le mets en relation avec d'autres, parce que tu le confrontes à des situations. Donc ça se construit comme ça, l'histoire et le personnage, tout le temps un peu en va-et-vient. Donc au début, on a fait beaucoup ça avec Hervé, puis après avec une auteure qui s'appelle Camille de Castelnau. Et puis après, la room, comme on dit, s'est agrandie et Judith Havas et Eliane Montane et Lison Daniel nous ont rejoints avant qu'après les stand-uppers nous rejoignent. Et Abdenour Ziane aussi, qui était notre assistant. Donc ouais, après, voilà, ça s'est enrichi au fur et à mesure. Mais oui, c'est un peu vertigineux. Et puis, c'est des moments de mélange de grande peur et un peu de mégalomanie parce que tu as l'impression que tu es, ouais, comme je disais tout à l'heure, tu es un peu Dieu, en fait. Tu as pouvoir de vie et de mort sur les personnages. Et du coup, est-ce que tu arrives à mettre ton cerveau en off quand t'es pas au bureau? Ou est-ce que tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, t'es en mode, ok, ça pourrait être Nézir, ça pourrait être Apolline, ça... En général, ouais, c'est très fatigant pour moi et un peu pour mes proches aussi, parce que du coup, ça me donne un air souvent préoccupé et comme soucieuse, alors que et des fois, j'aimerais pas être comme ça, j'aimerais pouvoir éteindre et passer à autre chose. J'y arrive quand même un peu, mais c'est un peu toujours là, dans quelque part dans ma tête, et des fois, c'est un peu pénible. C'était, j'avoue, encore plus le cas sur 10%. Parce que sur 10%, en fait, ma vie était comme 10%. C'est-à-dire, moi, je suis scénariste, mais je côtoie beaucoup autour de moi de gens qui sont un peu dans mon métier. C'est normal, j'ai plein de copines qui sont comédiennes, réalisatrices, réalisateurs, d'autres copains scénaristes. On a tous des agents, on connaît bien nos agents. On écrit des projets qui ensuite sont tournés. Donc, en fait, on sait ce que c'est un plateau, on sait ce que c'est une production. En fait, c'est notre vie à nous, c'est notre écosystème. Ce qui était d'ailleurs génial pour écrire 10%, c'est que pour le coup, j'étais vraiment moi-même à l'intérieur de mon propre écosystème et auteur sur mon propre écosystème. Mais du coup, tout était tout le temps anecdote à 10%. Donc, plein de fois, j'étais ou dans un dîner, ou dans une soirée avec des potes. Ah, ça, c'est très 10%. Puis au bout d'un moment, les gens me le disaient, tu sais, note. T'es là, genre, lâche-moi. C'est bon, je l'ai déjà fait dans ma tête, ok. Mais donc, c'était tout le temps présent. Alors que sur Drôle, un peu moins. Parce que je baigne pas, je vis pas dans les comédie clubs, je baigne pas entourée d'humoristes. Je suis un peu plus en distance, et qui est d'ailleurs une position agréable, parce que du coup, c'est une série qui se passe à l'intérieur de ce milieu, mais c'est pas non plus un documentaire de l'intérieur par quelqu'un qui connaît ça par cœur. Ça me donne une distance, je pense, qui peut être assez intéressante pour le projet. Mais du coup aussi, j'y pense souvent, en fait. Je regarde beaucoup autour de moi. Le truc aussi qui est cool dans Drôle, c'est que les personnages sont un peu plus jeunes que moi. Donc là aussi, ça met un peu de distance, parce que dans ce qui leur arrive, en fait, moi j'ai 45 ans, c'est pas pareil les histoires que tu vis, tes histoires d'amour à 25-30 ans, tes débuts dans ta vie professionnelle à 25-30 ans, qu'à mon âge là maintenant. Donc ça me met toujours un peu en perspective, ça me permet un peu plus de garder mes distances. Mais non, c'est vrai que c'est dur de mettre en off, en fait. Surtout pendant l'écriture. J'avoue que quand la série est en fabrication, quand les scénarios sont terminés, qu'on est en prépa, qu'on est en tournage, qu'on est en montage, j'arrive beaucoup plus à couper. Alors qu'en écriture, comme c'est une question de maturation, comme on disait tout à l'heure, c'est très long. Du coup, c'est un peu tout le temps là, en train de macérer dans ma tête.
Des fois, t'as pas l'impression que genre t'es vidé? Bah si. Ah bah si. Mais ça prend beaucoup d'énergie. Et ça aussi, les proches, ils ont un peu du mal à comprendre. Bah déjà parce que les journées sont remplies, et parce que tous les jours, là, en ce moment, tous les jours, et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année scolaire, enfin, jusqu'au mois de mai-juin, avec des petits temps de pause, mais pas beaucoup. Parce que là, donc, t'es en écriture de la deuxième saison. On est en écriture de la 2, sans être absolument sûr qu'il y aura une saison 2. Ça dépend du succès de la 1, mais on est obligé de prendre de l'avance et de commencer à écrire. Donc déjà, on parle beaucoup, donc ça prend beaucoup d'énergie. Et pour tout le monde, hein, pour tous les auteurs, c'est pareil, mais peut-être pour moi, avec ce petit supplément de comme je suis en charge, en responsabilité, c'est moi qui fais un peu le tri entre les idées, c'est moi qui recadre à des moments, dire bon, ok, non, ça, mettons de côté, on va plutôt parler de ça aujourd'hui. Donc ça me demande un peu plus d'énergie encore, parce qu'il faut que je reste, moi, très concentrée et que je sache un peu où je vais, même quand je sais pas où je vais. Et puis, donc c'est des journées voilà, très remplies de discussions et de réflexion. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je rentre chez moi, là, je dois passer en mode maman, famille, compagne. Et des fois, j'avoue, j'y suis pas complètement, quoi, parce que je suis encore dans mon travail. Bon, après, peut-être qu'il y a plein de gens pour qui c'est comme ça, mais peut-être que c'est un peu plus comme ça pour des métiers créatifs où on traite pas des dossiers. Enfin, en fait, notre dossier, il est tout le temps là. Mais peut-être plein de gens qui traitent des dossiers aussi, ils pensent à leur dossier, hein. Je sais pas. Et on parlait tantôt, juste avant qu'on commence à enregistrer, de quand t'as terminé 10%, t'as eu 9 mois où t'avais plus envie d'écrire. C'est quelque chose qui, justement, est arrivé parce que t'avais énormément dû écrire et très vite pendant 3 ans, ou c'est un truc qui, tu penses, arrive systématiquement à la fin d'un projet où ton corps se relâche En fait, je pense qu'il y a un effet de classique normal qu'on peut appeler une sorte de baby blues, où quand t'as sorti un gros projet, t'as déjà un besoin naturel de repos et un besoin de refaire du vide pour remplir après de nouvelles idées, quoi. Et peut-être encore plus dans des métiers créatifs, mais enfin pour tout le monde a besoin de vacances en gros. Mais quand tu dois inventer quelque chose à partir de rien, t'as plus besoin peut-être de recréer de l'espace en fait en toi, de mettre en jachère, quoi. Et ça, c'est vrai que la série, c'est quand même un espace de création assez particulier où déjà quand tu conçois une série, tu dois penser à quelque chose qui peut durer très longtemps. Ça, c'est quand même un peu taré dans l'idée, c'est-à-dire que tu écris un truc qui ne doit pas s'arrêter. Donc c'est à la fois merveilleux et à la fois atroce, quoi. Enfin, tu vois, tu dois créer comme une sorte de moulin où il y aurait une roue qui est suffisamment nourrie, enfin chargée pour tourner pendant très 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 longtemps. Donc quand tu y arrives, c'est génial parce que je pense que pour les gens, c'est très plaisant, une bonne série dans laquelle tu te sens bien, t'as hâte qu'elle revienne, tu aimes les personnages. Et même en tant que créateur, quand les gens te disent « Oh là là, j'ai tellement envie de savoir la suite » ou « J'ai tellement envie de retrouver ces personnages que j'adore », évidemment, c'est un compliment qui me remplit de joie, quoi, et qui me donne même du sens à mon travail. Mais quand même, l'exercice est fou d'imaginer un truc qui doit durer très très longtemps. À ça s'ajoute l'aspect plus industriel du process, qui est que, en fait, sur une série, t'écris, ensuite elle est fabriquée. En général, avant même qu'elle soit terminée d'être fabriquée, tu dois commencer à anticiper pour la saison d'après, pour que le public, ce charognard, ait à manger dans à peu près 1 an, parce qu'il paraît qu'après, au-delà, il ne t'attendra pas. Théorie avec laquelle moi je suis pas d'accord, mais je crois que je suis un peu seule. Parce que visiblement, tous les gens dans ce métier considèrent qu'il faut que ce soit absolument 1 an ou maximum 14 ou 15 mois, sinon les gens se lassent. Ils se rendent pas compte quand même. Pour nous, c'est dur en fait. Pour nous créateurs, en fait, ça s'arrête jamais. Et t'as pas le temps de faire une pause entre 2 saisons pour te ressourcer, pour digérer le travail que tu viens de faire, apprendre de tes erreurs, essayer de t'améliorer. C'est une sorte de flux tendu permanent. Tu mets là-dessus qu'il y a très peu de vacances. J'essaie pas de me faire plaindre, mais c'est juste pour vous raconter en fait. Et donc, très très peu de vacances parce que t'as toujours du retard sur le planning dans l'écriture ou du retard sur le planning pour la prépa ou bref, t'es tout le temps speed en fait. Et donc, quand ça, tu le fais 1 saison, 2 saisons, 3 saisons, ce qui était mon cas sur 10%, j'ai fait ça pendant 3 saisons et encore avec que 6 épisodes dans 10%. Je suis une petite joueuse. Il y a des gens, ils font ça avec 12 épisodes par saison. C'est des héros. Je sais pas comment ils font. Moi, je fais que des séries à 6 épisodes. Au-delà, je trouve que c'est trop dur. Donc, tu fais ça, en fait, non-stop pendant
en vrai, plus de 3 ans, parce que moi, 10%, j'ai commencé à travailler dessus fin 2011, début 2012. Et la saison 1, elle est sortie à l'automne 2015. Putain, c'est énorme. Ben oui, c'est énorme. Et moi, j'ai arrêté, c'était quoi, fin 2018 ou début 2019, je me rappelle même plus. Donc, en gros, j'ai bossé presque 7 ans sur 10% sans faire jamais autre chose et en ne s'arrêtant jamais. Donc, à un moment, il faut l'aimer quand même, le projet. Il faut les aimer, ces personnages. Et à un moment, j'étais un peu sèche, en vrai. Enfin, déjà, j'avais juste besoin de repos normal. Et après, même cette arène, en fait, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Mais peut-être que j'aurais pris un break de 6 mois. Je serais revenue avec plein de super idées pour faire une autre saison. Mais il y a un moment, il fallait même plus m'en parler. En fait, juste le mot de 10% me faisait un peu un espèce de haut le cœur. Et Dieu sait que j'aimais cette série. Je l'adorais. Je me suis éclatée dedans. Elle m'a apporté énormément. Je crois que je lui ai apporté beaucoup aussi, mais on s'est apporté énormément toutes les deux. Et je l'adore toujours. J'adore ses acteurs. J'aime le ton qu'on a trouvé. Je ris encore parfois toute seule en repensant à des scènes de 10%, à des répliques de 10%. La meuf qui s'auto un peu, qui s'auto-complaît. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a un moment, j'étais en saturation de cette arène, de mon métier, de ce flux tendu permanent, de cette nécessité de répondre aux attentes d'une sorte de monstre qui est l'industrie, la chaîne, la télévision, le public. Enfin, à un moment, je disais, mais ces gens, je les connais pas, en fait, je leur dois rien. Ça avait un pouvoir trop grand sur mon existence, dévorant, aliénant, et j'avais l'impression que j'avais plus de temps juste pour être une personne, enfin, plus de temps pour mes amis, plus de temps pour ma famille. J'ai fait un bébé aussi entre 2 saisons. Donc, je me suis retrouvée maman à 41 ans, d'une petite fille, en même temps que 10% venait d'exploser la saison 1 et qu'on était sur la saison 2. Tu vois, j'ai réussi à accoucher, entre la fin de l'écriture et le début du tournage. Donc, j'ai pris beaucoup et physiquement, c'était dur, psychologiquement aussi. Même si, encore une fois, il y avait beaucoup de joie, mais à la fin, de l'usure. Plus quelques problèmes relationnels qui n'aidaient pas. Où je me sentais pas toujours très soutenue par une partie de mes producteurs. Et c'était pas toujours facile de collaborer. Je me sentais pas toujours reconnue non plus à ma juste place. Donc, ça crée aussi un grésillement un peu dans ma tête parce que j'étais un peu en lutte. Je me sentais pas complètement bien. Bref, donc j'ai décidé d'arrêter la saison 3. Et là, mais il y a un moment, en fait, comme si, l'image qui me vient, c'est, tu sais, tu tombes sur un gros matelas mou et ça fait comme ça une espèce d'écho pour arriver à rien. En fait, ça faisait si longtemps que j'avais pas rien. C'était un brouhaha permanent, un stress permanent, regarder ma montre en permanence. Et là, il y a eu plusieurs mois pendant lesquels j'avais plus ça, quoi. J'avais plus besoin de tout le temps être en flux tendu, tout le temps répondre à des attentes, tout le temps obéir à un planning, une deadline. Regardez, putain, quand est-ce qu'on doit rendre le truc? On va recevoir les notes. Le stress de recevoir les notes. Et donc, j'ai plus pu toucher à un clavier pendant 9 mois, sauf pour écrire des mails et commander des choses sur la Redoute. et un peu faire la promo de 10% à ce moment-là. Mais j'en avais tellement besoin. Et j'ai l'impression que ça aurait pu durer un peu plus que 9 mois. En vrai, au moment des 9 mois, quand Netflix est venu me chercher en me disant « Bon, nous, on aimerait bien te proposer une sorte de carte blanche. Voilà, tu trouves le sujet qui t'intéresse et on voit si ça nous plaît. Enfin, tu nous proposes quelques idées, on se met d'accord et on fait ta prochaine série. » En vrai, j'aurais pu dire ouais, mais dans 1 an, quoi. Mmh. Et puis bon, ça faisait quand même 9 mois déjà que j'étais en repos. Mais j'ai pas senti non plus une absolue nécessité à revenir dans l'arène, quoi. J'aurais pu, parce que je sais ce que c'est. Est-ce que t'écris encore pour le fun? Non. Non, j'écris plus du tout pour le fun. C'est vraiment mon métier. Mais il y a des moments où écrire est fun. Mais non, ça me viendrait jamais à l'idée. En fait, non, ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas la place pour écrire un truc dissocié du business, quoi. Tu vois, dire tiens, j'ai ce sujet un peu personnel que j'ai envie de développer. Déjà, j'ai pas le temps. Donc voilà, mais j'ai pas l'espace. Pour faire ça, il faudrait encore une fois que je puisse avoir une cabane au fond des bois et aller me ressourcer de temps en temps et faire de la place d'abord pour rien et puis après tout doucement laisser revenir le désir. Mais enfin, comme
je sais pas comment dire, c'est pour plein de choses la même chose, en fait. C'est comme si t'es avec tes enfants tout le temps. À un moment, tu veux plus les voir. Les gens, ils le savent, qui ont des enfants qui sont en vacances pendant un mois avec leurs enfants. À la fin, ils sont très contents que l'école reprenne. C'est un peu pareil. Ou, je sais pas, t'es en couple tout le temps avec la personne, ça ne va pas. Enfin, faut créer des espaces, quoi. C'est pareil avec la créativité, c'est pareil avec le travail. C'est pour ça que je milite pour que, dans ce métier, on parte plus en vacances. C'est vraiment un métier où les gens, ils entendent pas que les vacances, c'est important. Oui, quoi. Et c'est même valorisé de jamais s'arrêter. Moi, je trouve ça ouf. Je trouve qu'on est devenus dingues, on me marche sur la tête. On est tous des monstres. Non, mais c'est vrai, hein, de ce point de vue-là, je trouve ça horrible. Les gens, c'est normal de répondre à des mails à 23h, c'est normal de travailler les week-ends. Moi, je suis là, mais les gars, enfin, on court tous à notre perte, en fait. Le problème, après, c'est que ça donne raison à certains, parce qu'ils arrivent quand même à faire des trucs hyper bien en fonctionnant comme ça. Donc, moi, je suis pas comme ça. Comment tu sais, vu que quand tu te lances dans un projet, tu sais que t'es dessus pour au moins 3-4 ans, concrètement. Comment tu sais que tu vas aimer ça pendant au moins 3-4 ans? Bah, en vrai, ça m'est pas arrivé non plus, genre 1000 fois dans ma vie, donc c'est un peu une redécouverte à chaque fois et un renouveau. Maintenant, peut-être je commence un peu plus à m'en douter. Bah, tu peux pas tellement le savoir, en fait. C'est un peu en plongeant que tu vois si tu vas réussir à construire un petit écosystème qui va être vertueux. Je pense que ce que là, j'ai fait sur Drôle aussi, peut-être par rapport à 10%, c'est que comme j'étais plus à l'origine du projet, que je me suis entourée, j'ai vraiment choisi les gens avec qui j'allais travailler, de choisir aussi un environnement assez doux et pacifié, enfin de m'entourer de personnes qui sont plutôt des gentils. Non, mais c'est vrai, il y a pas de relous dans mon équipe, il y a pas de gens très conflictuels, il y a pas de gens caractériels, ce qui veut pas dire que ces gens-là sont pas parfois intéressants à fréquenter, mais dans le travail, surtout quand on se lance dans une collaboration un peu longue, donc aussi travailler à avoir des équipes autour de moi en qui j'ai confiance, avec qui je me sens bien, pour me dire ok, ça va produire du bon et ça va me permettre d'être plus à l'aise, plus confortable dans le truc. Et même quand on aura des épreuves, enfin, on va être un peu tous plusieurs paires d'épaules, un peu gentils, qui vont pouvoir les encaisser ensemble. Après, sur le sujet, on peut jamais trop savoir. Hein. Et puis même, en plus, en vrai, sur une série, il y a d'abord ce que t'écris, il y a ton arène. Bon, ça, tu peux un peu t'en douter. Genre, est-ce que c'est fertile? Est-ce que t'en auras un peu sous le pied pour tenir 1, 2, 3 saisons? Au-delà de 3 saisons, en vrai, c'est quand même très dur de savoir si tu vas avoir envie. Hein. Mais 2, 3, là, par exemple, Drôle, je le sens assez bien. Enfin, je me dis, j'espère que les gens aimeront bien, parce que moi, je me sens assez bien, là. Mais après, il y a un autre truc intéressant en série, c'est que après, c'est incarné par des acteurs. Et donc après, tu sais pour qui t'écris et tu connais leurs forces et leurs faiblesses et la beauté de la série ou son potentiel succès ou son rayonnement, il repose aussi sur eux. Et donc, ça, tu peux pas trop le préméditer non plus. Ça dépend un peu d'eux, quoi. Est-ce que ça va prendre? Est-ce qu'on va les aimer? Est-ce que toi, tu vas les aimer? Est-ce que tu vas tomber amoureux d'eux au point d'avoir envie de continuer à leur écrire plein de choses? Ça se décrète pas. C'est surprenant et c'est assez beau. Sur 10%, j'étais vraiment très, très amoureuse de mes comédiens, quoi. Sur Drôle aussi, j'avoue. Souvent, on dit que les films, les séries et tout, ça nous a explosé notre façon de voir les histoires d'amour, les trucs. On a fait un truc très romantisé, tout ça. Moi, je trouve que ça nous a surtout éclaté nos attentes vis-à-vis de l'intelligence des gens. Parce que un dialogue dans une série, ça a été écrit par 4 personnes, il y a des tenants, des aboutissants, machin, tandis que les discussions dans la vraie vie, elles sont chiantes. Et je trouve que c'est très frustrant quand tu sors d'une bonne série et tu te dis, mais putain, pourquoi mon entourage, il est pas aussi smart? Surtout quand c'est écrit par Aaron Sorkin, en fait, genre, t'as envie que tout le monde parle comme ça. Non, en fait, je pense qu'on serait épuisé à la fin si tout le monde parlait comme Aaron Sorkin autour de nous. Oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, et donc? Mais il n'y a pas de question, mais c'est juste, c'est tu voulais très partager frustrant. ça? Ouais, il y a ce côté un peu... nous gâcher nos relations sociales, en fait, les scénaristes. Parce qu'on s'attend à des
on a des attentes de l'intellect, de la complexité des gens qui est pas toujours celle-là, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que dans une room d'écriture, il y a une intelligence collective qui permet de rendre percutant, savoureux une situation, un dialogue. Mais c'est difficile à écrire, c'est vrai. Enfin, écrire un personnage qui a beaucoup de réparties ou une scène de drague qui serait hyper inventive. Et après, enfin. Donc ça, merci pour le compliment. Je le prends pour mes copains et moi, pour tous nos collègues. Pardon si ça vous fait du mal dans vos relations, mais c'est cool pour nous, en fait, parce que vous êtes encore plus accro aux séries. Et... Non, par contre, enfin, du coup, après, ça me fait penser, par rebond de ce que tu dis, que on a aussi une grande responsabilité. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pressenti quand j'étais jeune auteur et maintenant que je mesure vraiment carrément, en fait, quand on écrit de la fiction, surtout voilà pour un gros médium, tu vois, que ce soit France Télévisions, Canal, Netflix, ou que ça va être possiblement regardé par beaucoup de gens, en fait, on a une grande responsabilité dans ce qu'on raconte. Notre vision du monde, notre vision même politique, en fait, parce qu'il y en a toujours une qui traverse une série, elle a beaucoup de valeur, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Donc, on n'a pas le droit d'être... complètement léger, et, mais c'est juste pour du divertissement, tu sais, c'est juste pour rigoler. En fait, ça veut rien dire juste pour rigoler. Il y a plein de choses. Une scène d'amour, en fait, ou une histoire d'amour, mais elle charrie tellement de choses, elle peut charrier tellement d'idées reçues, tellement de stéréotypes. Donc, à nous d'essayer de proposer quelque chose d'un peu frais, d'un peu neuf, d'un peu différent, d'un peu original. Enfin, je sais que sur Drôle, on réfléchit beaucoup à ça. Comment essayer aussi de pas être pas être dans quelque chose de trop attendu, de creuser un peu les relations entre les gens. Moi, c'est important pour moi de montrer aussi des relations qui reposent sur de l'affection, du respect entre les personnages, même quand il y a des brouilles, même quand ils s'entendent pas, qu'à la fin il y a toujours un systématique rapport de force, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas proposer des visions du monde et des personnages entre eux qui soient trop cyniques ou violentes ou agressives. Moi, j'aime pas les méchants. Et j'aime bien, au contraire, quand c'est vivant, quand les gens sont traversés de paradoxes, de doutes, ils sont leurs propres obstacles, en fait, plus que les autres, les méchants autour d'eux viennent créer des obstacles. Non, pour moi, les obstacles, on les a à l'intérieur de soi et on est tout le temps en train de les remettre en jeu et à apprendre à les surmonter, aider de ses amis. Les adjuvants. Aider de ses adjuvants pour lutter contre ses opposants, ses antagonistes. Non, mais vraiment, enfin, j'y crois et je pense que, enfin, plus ça va, en fait, plus je trouve que j'ai une sensation parfois de rapports de force tendus autour de nous, sociaux, et qui sont aussi beaucoup mis en valeur médiatiquement, beaucoup mis en valeur dans les films, dans les fictions. Genre, ça crie, c'est dur, c'est tendu, ça fait mal, c'est horrible. Et j'ai presque l'impression maintenant que la transgression, elle est plus dans la douceur et la délicatesse et l'attention qu'on peut porter et une forme de respect, de tendresse, en fait, que c'est aussi quelque chose qui vaut la peine d'être choyé, d'être montré. Et donc, je sais pas, qu'on a une responsabilité. Enfin, moi, c'est comme ça que je prends la mienne, mais d'autres gens prendront une autre part de l'affaire. Je sais pas si c'est parce que moi j'ai vu ça dernièrement alors que je regardais pas trop de films avant ou si c'est un truc un peu d'époque, mais j'ai l'impression que justement de plus en plus dans les trucs que je vois dernièrement il y a pas de méchants et c'est plus un truc de chacun a des intérêts qui sont opposés, mais il se trouve que machin, genre tout bêtement Boîte Noire, il y a pas de méchants, juste tout le monde a voulu faire un truc bien et sauf qu'au final ça a été tragique. Promising Young Woman, la fin elle est pas bien ou mal, il y a un entre-deux toujours très chelou et j'ai l'impression qu'on va vers ça, ou c'est juste moi qui ai vu. Peut-être que c'est toi qui as vu et ça t'a plu. Enfin, je préfère ça, c'est toujours beaucoup plus nuancé. Mais parce qu'en fait, c'est plus dur aussi à faire. Oui, c'est plus dur à écrire et ça nécessite une attention particulière et finalement, enfin moi, les plus grandes séries, enfin, celles que j'ai le plus aimées sont des séries qui travaillent sur ce genre de motifs, en fait, des motifs relationnels assez délicats, intimes.
les gens qui arrivent à faire 3, 4, 5, 6 saisons sans qu'il y ait des grosses intrigues, genre avec des grosses menaces, mais bravo, merci, quoi. Une de mes séries préférées au monde, c'est une série qui s'appelle Friday Night Lights, qui est pas extrêmement connue, qui se passe au Texas, dans une petite ville texane, et l'intrigue, enfin voilà, les personnages, c'est des jeunes gens qui sont dans un lycée et qui sont l'équipe de football américain du lycée. Et donc dit comme ça donne pas tellement envie. Ils sont tous si t'as 16 ans blancs aussi. et ils sont tous un peu croyants et un peu de droite. Enfin, c'est un peu une espèce de redneck. Et en fait, la série est juste sublime sur ce qu'elle raconte, sur c'est tous des mômes qui ont des existences un peu cabossées et qui s'en remettent beaucoup à cette équipe et notamment à cet entraîneur qui est une figure parentale très belle, très noble. Et en fait, c'est merveilleux et c'est pas du tout un teen drama pour les ados, c'est plus pour les adultes. C'est extrêmement beau et ça travaille que sur des très petites choses, mais justement avec tellement de finesse, de beauté que à la fin tu les aimes tous, alors même qu'ils sont très très loin de nous et culturellement, politiquement, c'est pas complètement nos potes, mais en fait, ils sont tous géniaux, quoi. Pourquoi tu penses que les gens ont une mauvaise image du cinéma et des séries françaises? Moi, je me suis beaucoup posé la question. Au début, je me disais, mais ils jouent tous mal. Puis je me suis dit, mais non, en fait, c'est mal écrit. Et donc, souvent, tu sais pas faire qu'un truc sonne bien. Si c'est mal écrit, c'est une phrase éclatée que personne n'aurait dit en vrai dans la vraie vie. Et j'ai toujours pas compris ce qui était l'œuf, ce qui était la poule. Mais peut-être un peu des deux parfois, ça dépend. Je sais pas, après, je suis pas absolument d'accord avec ça. Après, parce que moi, je suis dedans aussi. Mais par exemple, moi, je trouve qu'on a des très grands réalisateurs français et on a de très grands films français. Zinzin, hein. Là où c'est un peu peut-être plus vrai, et c'est assez cruel, et je reçois cette parole, Fanny, de toi. Les séries françaises, c'est de la merde. Non, donc... mais il y en a qui sont incroyables. Genre, Les Revenants, incroyable. Le film Divine, incroyable. Ouais. Non, mais évidemment, enfin, on a un vrai grand cinéma d'auteurs français, d'ailleurs plutôt auteurs. On est peut-être moins capable de faire des grands films de divertissement, mais oui, alors peut-être que après il y a une sorte de hiatus qui se crée générationnel, où peut-être les plus jeunes sont moins intéressés par les films d'auteurs et attendent plus. Mais c'est quoi, des films exactement un peu amples. Des films d'auteurs. Enfin, la définition, c'est quoi? À quel moment tu fais la distinction entre les deux? Je sais pas. Par exemple, en France. Des gens comme Kéchiche, Desplechin, tu vois, c'est des films plutôt d'auteur, c'est-à-dire on n'est pas sur une notion de divertissement quand on y va, où c'est une vision singulière, personnelle, qui fait réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en France, on sait bien faire ça, en fait. Comme on a de la littérature, de la bonne littérature française, c'est-à-dire assez profonde, existentielle, qui fait réfléchir. Après, je sais pas si c'est la réponse que t'attendais, mais j'ai l'impression que dans les séries... En fait, pourquoi on dit « Ah, mais les séries françaises, elles sont un peu pourries ». Alors, il y a deux manières de dire ça. Elles sont pourries du point de vue d'un garçon de 16 ans... un peu bas du front, qui veut du divertissement et qui veut des grands effets et qui veut du Game of Thrones et qui veut et parce qu'il a besoin d'en prendre plein la vue en fait, et qui a besoin d'enjeux simples mais bien racontés. Et ça, les Américains, c'est les plus forts. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est les plus forts au monde pour faire des enjeux clairs, précis, assez simples, mais pas bêtes. Et avec en plus beaucoup de moyens, un emballage magnifique, de la dramaturgie, et du coup qui vont satisfaire des hordes de jeunes personnes, mais parce que ça vaut la peine. Enfin, c'est du vrai bon divertissement. Après, si on parle et ça, c'est vrai qu'on sait pas tellement bien faire ça dans les séries françaises. C'est pas que ça, mais il y a un peu une histoire de budget, il y a une histoire un peu de volonté des diffuseurs. Il y a aussi une histoire générationnelle, c'est que les diffuseurs, pendant longtemps, c'était des chaînes de télé, et qui regardent la télé aujourd'hui, plutôt des gens de plus en plus âgés, parce que les plus jeunes ne regardent pas tellement la télé. Donc maintenant, les plateformes, ça vient tout changer, mais on vit un peu une révolution, en fait, parce que les plus jeunes ne regardent plus beaucoup la télé, ils regardent en replay. Donc ce que eux attendent d'une super série,
ben c'est pas tellement ce que TF1 ou France 2 ou France 3 proposent en fait, alors que ou même Canal, alors que ils auraient envie, mais c'est pas complètement pour eux parce que les chaînes, elles ont un public plutôt vieillissant, plutôt âgé, qu'il faut pas faire fuir, et donc on doit leur proposer aussi des fictions qui leur vont bien. Et donc ça, les jeunes, ils vont dire mais c'est quoi, c'est de la merde. Donc ça peut être une première clé. Après, l'autre qui serait pourquoi on n'a pas de grande série, et là j'entends une grande série en fait avec une vision du monde à l'œuvre, une série portée par un artiste, une série qui te fait réfléchir, une série plus adulte là, qui viendrait toucher une frange de la population plus exigeante peut-être que des hordes de jeunes adolescents. Moi je pense que jusqu'à présent la série est encore associée en France, c'est pas associée complètement à l'art, que l'art, il est au cinéma, il est au théâtre, il est dans la littérature en France, et que c'est pas encore des artistes vraiment qui viennent s'exprimer dans les séries. Un tout petit peu, ça commence à frémir, mais c'est comme si c'était pas un endroit où si t'es un peu rongé par un besoin de t'exprimer, c'est pas là que tu vas venir en premier. Bah parce que ça prend tellement de temps. Non, je pense pas. Je pense que c'est encore, c'est que comme on se dit que les séries françaises sont pas encore super bien et que il y a pas forcément les moyens qui vont pour, ou parce qu'elles sont juste, c'est un cercle vicieux, ou parce qu'elles vont s'adresser à un public un peu vieillissant, nanana. Du coup, c'est pas là qu'on va aller injecter quelque chose d'original, de singulier, de fort, d'existentiel, et aussi parce que les chaînes le demandent pas tellement, mais c'est un mélange, elles le demandent pas tellement, et les personnes qui viennent avec un petit projet sous le bras à proposer ne proposent pas tellement ça non plus. Ouais, donc il y a pas de modèle au final. S'il y avait en France des gens qui avaient proposé des Mad Men et des Sopranos et des Six Feet Under et tout, bah ça saurait, enfin peut-être ils sont quelque part, mais je suis pas bien sûre en fait, parce que c'est des séries chefs-d'œuvre en vrai. C'est vrai qu'en France on n'a pas vraiment sorti des séries chefs-d'œuvre qui ont mis tout le monde d'accord en disant oh là là, on a sorti des grandes séries, des belles séries, bien écrites, bien pensées, avec un cœur à l'œuvre derrière, avec une âme, mais peut-être pas encore du niveau des Américains, mais parce que ouais, je pense que c'est un peu associé à une industrie. Pendant longtemps, c'était le parent pauvre du cinéma, donc les vrais artistes avec la mégalomanie des artistes, ils allaient au cinéma. Mais peut-être que c'est un peu en train de changer, mais pour que ça change, il faut qu'il y ait les moyens, il faut qu'il y ait les diffuseurs fassent ce choix, prennent ce parti-là. Je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de diffuseurs, donc avant il y avait que les chaînes traditionnelles en France, maintenant il y a les plateformes qui arrivent et il y en a de plus en plus. C'est un peu flippant parce que ça fait un besoin énorme de fiction. Parfois t'as un peu l'impression de nourrir des gros tuyaux, quoi. Mais ça a aussi une vertu qui est de créer de l'émulation, de créer de la concurrence, et de faire en sorte qu'à un moment, chacun va vouloir un peu se distinguer et proposer un projet audacieux, un projet un peu grand, un projet qui va peut-être pas faire des millions de vues, mais va avoir beaucoup de succès en festival parce que l'image de marque du diffuseur est en jeu, on cherche du prestige avec des talents, nanana. Donc ça commence je pense que ça va tout doucement arriver. En vrai, je le souhaite parce qu'il n'y a pas de raison. En France, on est un pays avec des avec une culture grande et un passé artistique fort, en fait. On a eu des grands peintres, on a eu des grands poètes, on a eu des grands auteurs, on a eu des grands cinéastes, on a eu des grands dramaturges. Genre, pourquoi on n'a pas des grandes séries? Ou alors, c'est très triste, ça veut dire que c'est le début de la fin et qu'on est vraiment un pauvre pays vieillissant et moribond dont la culture s'est endormie. Je crois pas. Je vais juste isoler avant que tu dises je crois pas. Je vais mettre ça comme teaser. Quelle horreur. Est-ce que l'imagination, ça se travaille? Bah oui, je pense. Je pense que ça se travaille si c'est quelque chose dont on te dit que ça a une valeur dans l'existence. Enfin, que sinon, tu vas jamais y prêter attention. Mais je pense qu'on en a évidemment tous une. Tu regardes les enfants, ça n'existe pas un enfant qui n'a pas d'imagination, en fait. Simplement, elles sont plus ou moins, on y prête plus ou moins attention, on la valorise plus ou moins. On encourage plus ou moins les petits-enfants à être, à en prendre soin et puis à être sujet de leur propre récit, en fait. C'est marrant, j'ai une anecdote là-dessus. Ma fille qui a 5 ans, Rosalie,
elle affabule beaucoup. Elle est dans une phase, et c'est assez classique chez les petits enfants de cet âge-là, elle raconte vraiment n'importe quoi. Elle dit plein de bobards. Et donc, souvent, je suis étonnée par ce qu'elle me raconte. Je sais très clairement que ce qu'elle dit, c'est faux, quoi. Et je sais pas toujours bien comment réagir à ça. Et j'en parlais avec ma psy. Et ma psy me dit, mais en fait, elle est hyper forte. Elle vous raconte tout le temps des histoires, en fait. Et j'ai compris ça. Déjà, j'ai compris que souvent, ces mensonges, ces bobards, ces affabulations étaient complètement connectés à une émotion. C'est-à-dire qu'elle raconte un truc complètement faux, mais qui part d'un sentiment qui est vrai. Donc, ça lui permet, en fait, de mettre à distance le sentiment qu'elle a éprouvé en racontant un truc qui n'a rien, enfin, pas qui a rien à voir, qui a à voir, mais qui est faux. Et surtout, elle va bâtir un récit, mais hyper sophistiqué pour venir mettre en valeur cette émotion, mais de façon délirante, en fait. Et ce qui peut être un peu angoissant pour un parent, de genre, en fait, ma fille est complètement mytho, un peu décrypté grâce à l'aide de ma psy, j'ai reconnu une merveille. Je me suis dit, mais c'est un trésor. En plus, ça m'a hyper touchée parce que, bon, je suis scénariste, du coup, je me dis, elle est trop forte. Mais non, mais vraiment, ça m'a hyper touchée. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est incroyable comment cette petite personne, elle est déjà en train de devenir sujet tu vois, voilà, en s'inventant un récit, mais qui est le sien propre, quoi. Et je trouve ça hyper beau. Et donc, bien sûr que ça se travaille. Après, plus grand, je pense que ça se travaille en se laissant du temps, en mettant le nez en l'air. Moi, pour le coup, y a pas mal de moments quand j'écris où je me dégage de l'ordinateur. Donc, soit je tourne un peu dans la pièce, je marche, soit je m'allonge sur le canapé et je regarde en l'air. Et juste en n'ayant rien devant moi, ou je regarde par la fenêtre. J'essaye d'avoir un truc un peu dégagé. Et les idées, en fait, j'arrive à visualiser beaucoup plus. Enfin, mon imaginaire, à ce moment-là, se détache des mots. Parce que quand t'es devant ton clavier, tu penses en mots, en phrases. Et là, du coup, je pense plus comme un enfant, en fait. C'est-à-dire que ça s'anime plus comme si j'avais des petits Playmobil dans ma tête et mon imagination se déclenche sous une autre forme à ce moment-là. Et donc, ouais, bien sûr, ça se travaille. Et on devrait plus encourager les gens même à l'école ou, je sais pas, à développer leur imagination. Pendant l'écriture de 10% ou de Drôle, il y a des choses que tu as appris à ton sujet? Genre des trucs que tu savais pas à propos de toi et t'as fait « Oh putain !» Alors, c'est moins tant dans l'écriture elle-même que peut-être dans le processus de fabrication, la relation avec les gens autour de moi, plus global, ouais, plus dans ça. C'est-à-dire, je pense que quand je suis arrivée sur 10%, donc c'était il y a... Combien j'ai dit? C'était en 2011. Ouais, tu vois, c'était il y a 10 ans. Enfin, fin 2012, 9 ans. Donc j'étais plus jeune, j'avais 35 ans, j'étais si jeune. Non, mais j'avais par exemple un truc dont j'avais très très peur, c'était justement le conflit. Enfin, l'impression que si à un moment quelqu'un s'oppose à moi et que je fais front, enfin je fais face plutôt, une catastrophe va arriver, les personnes vont moins m'aimer, on va dire ah mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, elle est méchante. Alors il peut arriver que les gens disent ah mais qu'est-ce qu'elle a, elle est méchante, et éventuellement eux-mêmes moins. Mais je me suis rendu compte que c'était pas grave, par exemple. Non, mais après, je sais pas si c'est lié à mon éducation, ma personne. Je pense qu'il y a une histoire un peu de genre dans l'histoire, que le fait d'être une femme, quand on se confronte à ces choses-là, quand on commence à prendre des responsabilités, être davantage en charge, on arrive un peu moins armé, en fait. Enfin, ça veut pas dire qu'on les a pas, les armes, mais on nous a un peu moins appris à les aiguiser, à les affûter et à avoir confiance en soi pour, imposer des choses ou juste, réagir dans l'adversité. Enfin, en fait, on sait tout ça, on sait le faire. Mais en situation professionnelle, avec beaucoup d'hommes autour de soi, on est plus intimidé et on a l'impression qu'en fait, nous, on ne sait pas faire ou qu'on n'est pas légitime. Les autres ne se posent pas cette question. Ils ont décrété d'emblée qu'ils savaient faire et qu'ils étaient légitimes, même si c'est faux. Et ça, j'ai appris, en fait. J'ai appris qu'à un moment, en fait, non, ils sont pas plus légitimes. Non, ils ne savent pas plus faire. Encore une fois, eux aussi sont des petits enfants perdus dans la nuit. Et il n'y a pas de raison et le monde ne va pas s'écrouler parce que à un moment je vais dire réellement ce que je veux, ce que je pense, que je ne suis pas d'accord. Le monde ne va pas s'écrouler et l'édifice de ma série ne va pas s'écrouler et je ne vais pas être virée parce que je vais dire non, ça ne va pas et ça ne va pas fonctionner comme ça. Voilà ce que moi je propose. Donc ça m'a pris beaucoup de temps
Pendant longtemps, j'étais très gênée par ces situations-là, ça me tétanisait. J'écrivais des mails fleuves que je n'envoyais jamais, où je crachais toute ma haine dans des situations compliquées. Et tu vois, donc ça passait par des espèces d'excès, mais très étouffés, très retenus, très inhibés, en fait, parce que ça ne concernait que moi, ou éventuellement je le faisais lire à un proche, qui disait non, Fanny, non, vois pas ça. Et voilà. Et après, j'ai appris un peu à aiguiser mes outils et à ne pas envoyer des mails extrêmement méchants et haineux que les gens n'auraient pas compris, mais juste à progressivement dire quand ça ne va pas, dire ce dont j'ai besoin, dire quand je ne suis pas d'accord. Et toutes les fois où je l'ai fait, en fait, c'est vraiment la montagne à coucher d'une souris, quoi. C'est-à-dire, c'était des semaines de prise de tête. Non, il faut que je dise ça, mais ça va être horrible et tout. Et puis le truc se passe, les gens font ah, ok. Ou éventuellement on dit oh là là, tu es énervante. Et puis le lendemain, on trouve une solution, en fait. Voilà. Donc en vrai, donc ça m'a appris à avoir moins peur. Ça m'a appris à me méfier du paternalisme, enfin, et à le mettre aussi très à distance, parce que j'ai pas mal éprouvé ça dans mon parcours professionnel. J'ai pas beaucoup éprouvé, tu me diras parfois c'est lié, j'allais dire une misogynie crasse, en fait, quelquefois. J'ai vraiment des situations caractéristiques de répliques vraiment mais minables, vraiment de l'ordre qu'est-ce qu'elle a là ses règles, enfin ce genre-là, tu vois. Donc ça quelquefois. Parfois, j'ai senti des rapports de force particuliers et je pense que c'était lié au fait que j'étais une femme. Donc, quand même, c'est une forme de misogynie, mais pas directe, mais un peu diffuse. Et par contre, le paternalisme, qui va un peu avec, mais qui est une sorte de dérivé de la misogynie. Un spin-off. Ouais. The paternalist. Previously, the paternalist. J'ai vraiment souvent vécu ça quand je m'exprimais publiquement ou quand voilà, je parlais de ma série et tout. Quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule en disant ah, tu devrais pas dire ça. Ah, pourquoi t'as dit ça? Ou si justement en réunion, je me permets de faire remarquer à quelqu'un que ce qu'il dit est agressif ou tu vois, voilà, de lutter pour un choix auquel je crois, enfin comme les gens font. Après, on vient me dire, dis donc, la rugby woman, t'y vas, hein, t'es bien la fille de ton père. C'est un truc. Bon, je répète, mon père était rugbyman. Et ça, mais enfin, il y a des moments, j'étais poreuse à ça. Je rentrais chez moi, je disais, oh merde, j'ai fait ma rugby woman, oh là là, j'ai peut-être été désagréable, oh là là, il faut peut-être que je m'excuse et tout. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment décortiqué le système, en fait. Genre, non, j'ai pas fait quelque chose qui se fait pas. C'est juste, vous, une partie des hommes présents à cette table à ce moment-là, vous avez beaucoup de mal à accepter que j'existe, que je prenne la parole, que je m'impose, que je sois votre égale, en fait. Vous avez envie que je reste la gentille petite Fanny, bien élevée, qui se fait des nœuds au cerveau pendant 15 jours avant d'oser dire quelque chose. Bon, voilà, ça j'ai réussi à nettoyer un peu ça, à beaucoup moins m'en préoccuper. Et du coup, c'est bien parce que tout va bien ensemble. C'est qu'en faisant ça, je pense que je me suis remise moi-même à une place beaucoup plus tranquille, enfin, que j'ai réussi à créer grâce à Drôle, être au bon endroit. Et du coup, je n'ai plus besoin d'avoir ce genre de rapport avec les gens. En fait, parce que je n'ai plus besoin de me justifier, parce que je me sens plus à ma place, je me sens plus relax, je me sens plus tranquille. Donc j'arrive plus à laisser les autres exister, ça me menace pas, je ne les menace pas. Enfin, d'un coup, tu vois, c'est juste un positionnement de se mettre en position absolument égale aux autres gens. Avant, je pense que j'arrivais un peu comme par en dessous. Et ça, voilà, j'ai appris à faire ça. Et sans doute plein d'autres choses, mais je sais pas. Je pense quand même que je suis devenue un meilleur auteur aussi. Parce que à force, à un moment, l'expérience, quoi. Un moment, oui, je me suis quand même améliorée, même si, pour le coup, je pense que c'est un métier qu'on ne cesse jamais d'apprendre, mais probablement, j'espère que chaque expérience m'en apporte plus, quoi. Il y a un truc que t'aurais aimé savoir quand t'as démarré? En fait, je sais pas, c'est peut-être un peu une fausse réponse, mais en fait, non, parce que ces trucs-là, c'est des trucs, en fait, d'expérience de vie, en fait. C'est des trucs de vieille bonne femme, en fait. Non, mais c'est vrai. Alors, tu peux les dire avec des mots, mais si tu les dis à une jeune personne qui a 25 ans, parce que en disant ça, je m'adresse peut-être plus aux jeunes femmes,
Elle va me dire ouais, grave, t'as trop raison. Mais tant que tu l'as pas éprouvé dans ta chair, tant que tu t'es pas trompé, tant que tu t'es pas heurté au mur, tant que t'as pas fait le mail haineux que t'envoies pas, tant que tu t'es pas pris la tête. En fait, il faut l'éprouver pour bien le faire. Donc en fait, le savoir de façon un peu abstraite, c'est un peu les conseils de grand-mère, quoi. Tu dis ah ouais, super, mais il faut le vivre. Donc en vrai, non, en fait, c'est que ce que tu vas toi trouver sur le chemin. Mais peut-être quand même que cette chose de, par exemple, va savoir pourquoi, l'impression que les autres savent mieux. En fait, souvent, moi, et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc un peu féminin aussi, on a un peu plus, une sorte de léger complexe d'imposture, ou de pas avoir suffisamment conscience de notre valeur, de notre talent. Et encore une fois, ça veut pas dire être prétentieux derrière, mais juste, j'ai l'impression que parfois on s'excuse un peu plus d'être là, ou on a l'impression qu'on sait pas trop et que les autres savent, et peut-être plus les gars. Pourquoi, je ne sais pas, mais on nous a un peu élevés comme ça. Et ça, ouais, peut-être un conseil qui est peut-être pas trop compliqué à entendre, même si on l'a pas éprouvé, aux jeunes femmes, en général d'ailleurs, c'est arrêter de croire que les autres ils savent mieux que vous, en fait. Oui, quelqu'un qui a genre 20 ans de métier de plus que toi, probablement, il a un peu un truc quand même à transmettre, mais vous êtes égal, en fait. Enfin, arrêtez de penser que vous êtes moins bonne, que les autres savent mieux, parce que c'est pas vrai. En fait, les autres, ils ont autant de doutes, c'est ce que je veux dire. En fait, on a tous autant de doutes. Il y en a qui le cachent mieux que d'autres. Merci Fanny. Merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez suivre Fanny Herrero sur Instagram, mais aussi et surtout regarder ses séries. 10% est dispo sur Netflix et Drôle sortira aussi sur Netflix début 2022. Merci beaucoup d'avoir écouté Les gens qui doutent. N'hésitez pas à partager l'épisode, à écouter les précédents, à vous abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Ça aide de ouf à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux sociaux pour être au courant de la suite. Fanny Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram. Prochain épisode en ligne au plus vite. Je fais au mieux avec le temps que j'ai. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous! Et cet épisode a été mixé comme d'habitude par le fabuleux Maxime Wattieux.